Eh ben, bonsoir, merci beaucoup, comme d'hab, pour votre présence ce soir pour notre masterclass, qui est la dernière de notre saison 2023-2024. Donc on la clôture avec le ska, sur notre thématique, donc comment passer du court au long. Donc pour rappeler comment va se passer la soirée pour celles et ceux qui n'auraient pas l'habitude, donc on va évidemment, chacun va se présenter, on va se poser des questions, discuter. À la fin, il y aura des questions-réponses. Comme la soirée est captée pour après être mise sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux, si pendant les questions-réponses, on vous demandera de bien parler dans le micro pour que ce soit enregistré. Et après, on se retrouve au bar pour le pot dit de l'amitié. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Chloé Ponce-Voiron, je suis votre coprésidente avec Roma qui prend la suite. Voilà. Merci. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ces concepts, donc on est une asso des scénaristes émergents. On est aujourd'hui presque 400 membres et donc on organise beaucoup d'activités, notamment des masterclass comme celle-ci, mais aussi d'ateliers d'écriture pour des projets, des séries, des longs métrages, des courts métrages qui sont animés par des scénaristes chevronnés ou des professionnels de l'industrie. On fait aussi des pots où on peut se rencontrer et raconter nos peines, mais aussi nos victoires. Et on fait aussi des petits ateliers sur des thématiques ponctuelles, comment, par exemple, comment trouver son agent ou comment écrire une note d'intention. Voilà, je ne vais pas voilà, vous raconter toutes les activités que nous organisons. On a toute l'information, si vous voulez, sur notre site internet. Et là, je vais passer la main à la SK pour que Marion puisse présenter leur asso. Eh bien, bonjour, bonsoir. Merci à Séquence7 de nous inviter. Je vais prendre la parole pour présenter notre association. On est 4 membres du SCA ici. Le SCA, c'est les scénaristes de cinéma associés. C'est une asso qui a été créée en 2017, qui compte aujourd'hui environ 240 membres et qui réunit donc des scénaristes qui ont vocation à écrire surtout pour le cinéma, mais qui écrivent aussi parce que nos pratiques sont toujours transversales, des fois pour la télévision, les plateformes et autres. Et on a aussi dans notre association des gens qui ont, comme Jean, comme moi, ou comme Guillaume aussi, comme Eddy, comme tout le monde, la double casquette de réalisateur et de scénariste. Je crois qu'on est 45% à être aussi réalisateur. Et on a aussi des gens qui écrivent du documentaire. Donc on a vraiment un panel assez représentatif de la profession. Le SCA, pour vous dire vraiment succinctement en 2 mots, ça s'est créé dans un souci de défendre les droits des scénaristes et de les rendre plus visibles, parce qu'on est parti du constat qu'il y avait un souci de visibilité, et on a défini trois combats principaux. Un combat donc pour la visibilité, et ça c'est souvent le travail d'Eddy, pour essayer de faire connaître le travail des scénaristes. Et pour vous donner une idée, on a notamment obtenu que le nom des scénaristes soit mentionné sur le site, sur la plateforme de France Télévisions. Quand il y a un film sur la plateforme, maintenant il y a aussi le nom du scénariste ou des scénaristes. On œuvre aussi, on a un combat sur les questions des enjeux sociaux. Donc alors vous êtes peut-être émergent, mais en tout cas si vous avez déjà rempli des déclarations URSSAF, c'est la période de l'année où on déclare ses revenus à l'URSSAF, c'est toujours un casse-tête pas possible, et donc on œuvre aussi pour que cette déclaration elle soit simplifiée, pour qu'on puisse payer, tout déclarer en TS par exemple. Enfin, c'est des questions un peu techniques, mais voilà, pour vraiment améliorer le dossier social. Et puis on a aussi le sorte de champ d'action assez important sur le secteur économique, pour que la rémunération des scénaristes, des auteurs soit revalorisée. Et en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des négociations en cours pour peut-être aboutir à un accord qui encadrerait pour la première fois dans l'histoire du cinéma, bam bam, la rémunération des scénaristes de cinéma. Donc voilà, donc c'est un peu ça le travail du SCA. On a plein d'actions aussi, je ne vais pas tout dire, mais ça vous donne au moins un aperçu. Peut-être juste vous terminer quand même par une info importante. En fait, on est ouvert donc à toutes et tous. Il y a quand même des critères d'adhésion. Il faut avoir signé un premier contrat de long métrage auprès d'un producteur.
Le film peut être en développement, il n'est pas obligé d'être sorti en salle, il peut être en écriture, ou alors sortir d'une école qui propose une formation en scénario, donc la Fémis, la Cinéfabrique, le CLCF, non, le CEA, CEFPF. le CEF, voilà, et certaines universités également. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous présenter, vous. Oh, pas moi maintenant, je laisse la parole. Jean. Alors moi je suis Jean Denisot, donc je suis auteur-réalisateur. J'ai commencé par écrire des films pour moi, des courts-métrages, j'ai fait un long-métrage. Et puis plus exactement, j'avais commencé à écrire des films pour un réalisateur, plusieurs films pour un réalisateur, des films qui ne se sont jamais faits. Et comme les films ne se faisaient pas, je me disais c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. Donc j'ai voulu écrire des films pour moi, donc je les ai faits. Et puis après, ça s'est passé l'inverse. J'ai commencé à plus réussir à faire mes films. Et donc maintenant, j'écris pour les autres. Et les films commencent à se faire. Donc voilà. Que dire d'autre C'est tout. C'est très bien. Ouais. Bonsoir, moi je m'appelle Guillaume Fabrelus. J'ai réalisé des courts-métrages. Je suis en financement de mon premier long métrage en tant que réalisateur, et j'écris aussi pour d'autres, pour le cinéma et pour la télévision, pour différents types de formats. Eddy Sassi, bonsoir, réalisateur, scénariste aussi, scénariste d'ailleurs, réalisateur après. J'ai réalisé aussi pas mal de courts-métrages, et moi je serais plus là pour vous raconter que des fois on n'arrive pas forcément à faire des longs-métrages, sans vous... Ouais. Moi aussi, je peux dire des trucs là-dessus. Hein. Mais on a prévu de l'alcool après, c'est bon. Sans vous démoraliser. Hein, Et donc, moi, je m'appelle Marion de Seigne-Ravel. Je suis aussi réalisatrice et scénariste. J'ai fait combien de courts-métrages ? J'ai fait 3 courts-métrages. J'ai fait un premier long qui s'appelait Les Meilleurs, qui est sorti en 2022. Et j'ai réalisé aussi un unitaire pour Arte l'an passé, qui était une adaptation du Horla de Maupassant. Et j'écris aussi donc pour les autres, et notamment avec des auteurs comme Naël Marandin qui avait fait la Terre des Hommes il y a quelques années. Et là, j'ai pas mal de projets aussi d'écriture de long métrage avec différents auteurs et certains aussi à l'international depuis peu. C'est pas Hollywood, hein, c'est l'Iran, donc vous emballez pas. Ça a son charme aussi. On va commencer par des questions très basiques. Donc, vous êtes ce qu'on appelle, pour nous, jeunes émergents, des auteurs et des autrices chevronnés. Comment est-ce que vous vous souvenez de vos débuts, qui sont peut-être loin ou pas loin, mais ça va nous raconter aussi justement pas mal de choses sur votre parcours et comment vous appréhendiez le métier de scénariste. Est-ce que d'ailleurs c'était la porte d'entrée ou est-ce que d'abord vous vouliez être autre chose ? Enfin, voilà, vos débuts, est-ce que vous avez un petit reminder, un flashback ? À qui vous voulez. Moi, mes débuts, ils sont pas très lointains. Moi, je suis pas tout. Ouais, mais si, tiens, je sais. C'est un jeune, hein. Non, mais moi, mes débuts, ils sont pas très lointains. Mon premier long métrage en tant que réal, il est en financement. J'espère qu'il va se faire d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine ou un jour. Et puis, en tant que scénariste, d'avoir commencé à écrire pour des séries ou pour d'autres réals en cinéma, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et ça s'est fait très progressivement. Moi, j'ai fait des études de cinéma. J'ai fait des cours avec des copains, puis après j'ai développé des cours que j'ai voulu faire produire, donc j'ai rencontré des prods, ça a pris du temps, plus je prenais du temps, plus je rencontrais des gens, et en fait comme ça on se crée un réseau, et par ce réseau il y a des choses qui se passent. C'est très long, je suis sorti de mes études de cinéma en 2011, j'ai été assistant réal pendant plusieurs années, et c'est depuis 2014 que j'ai arrêté complètement, 2014-2015, et que j'ai commencé juste à écrire. Puis je suis passé par l'atelier scénario de la Fémis pour mon long métrage. Donc c'était aussi une autre étape, on rencontre d'autres gens, on fait des rencontres avec de plus en plus de monde, et à la fin, on se rend compte qu'on est inséré un peu. On ne sait pas combien de temps, parce que on a du taf, et puis après on se dit « Ah mince, j'ai plus de travail du tout », et puis il y a de nouveau du travail qui revient. Donc on ne sait jamais combien de temps véritablement ça va tenir. Mais ça s'est fait très progressivement, très lentement, et ça reste fragile parce qu'on se dit toujours bon bah voilà, quand est-ce que ça s'arrêtera de venir le travail,
je gagne pas non plus extrêmement bien ma vie, donc je gagne ma vie avec ça depuis plusieurs années, mais je me dis jamais je suis suffisamment à l'aise pour que je n'envisage pas le futur avec suffisamment de scepticisme. Mais voilà, donc c'est encore, pour moi, je me sens encore totalement dans le début de ma lancée. Depuis 2011. Ouais, mais sauf que j'ai fait d'autres trucs entre temps pour gagner ma vie. T'as pas écrit tout de suite? Si, j'ai écrit tout de suite, mais j'ai pas gagné ma vie tout de suite en faisant ça. Et puis du coup, ça prenait moins de temps parce que j'avais moins de temps. J'ai été assistant pendant plusieurs années. Puis quand j'ai arrêté l'assistanat, il fallait que je trouve un autre taf et je suis devenu guide conférencier dans des musées. Et je vis de l'écriture depuis grâce au Covid en fait. Parce que le Covid m'a permis de faire la transition. Comme j'avais des aides par le Covid pendant 1 ou 2 ans, ça m'a complété mes années. Donc depuis 2020, je vis plus que de ça. Marion? La question c'était quoi? C'était les débuts, hein, c'est ça? Ouais, les débuts. Comment t'envisageais ce métier? Est-ce que tu t'imaginais ça? Enfin, qu'est-ce que tu fantasmais et la réalité? Alors moi j'ai un parcours assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait une classe prépa qui s'appelle Ciné-Sup à Nantes. Jean, je crois que toi aussi, non? Hein, et après j'ai fait la FEMIS en réalisation. Donc c'est quand même une porte d'entrée assez confortable. Ce qui était intéressant, c'est que moi j'ai beaucoup hésité avant de passer la FEMIS entre est-ce que je la passe en scénario ou est-ce que je la passe en réalisation. Je ne savais pas encore, on ne m'avait pas dit que l'insertion professionnelle se passait beaucoup mieux pour les élèves scénaristes. Et donc du coup j'ai pris réalisation en me disant que j'avais peut-être plus de choses à apprendre concrètement dans une école sur des questions voilà, de gestion du plateau, de découpage, de comédiens, etc. Il n'empêche que j'ai l'impression que j'ai fait donc ces 4 ans d'école qui ont été très formatrices, mais qu'en sortant, j'avais pas eu à l'école de formation de scénariste et je voulais écrire mon premier long métrage qui est un projet très personnel que j'avais envie de développer moi-même. Et j'ai l'impression qu'en fait j'ai reappris quand même, j'ai refait quelques années d'école pour le coup sur le tas pour apprendre à écrire en fait en sortant de l'école et à travers l'écriture de mon premier long métrage. Et en sortant de l'école, comme j'avais besoin d'argent comme tout le monde. J'ai fait beaucoup de fiches de lecture pour des boîtes de prod. Alors, c'est très mal payé, hein, faut pas se leurrer, mais c'est extrêmement instructif parce que j'ai dû en faire. J'ai jamais compté, mais je pense que, comme j'ai fait ça plusieurs années, je pense que j'en ai dû faire plus de 200. Donc 200 scénarios de long métrage que j'ai lus, que j'ai résumés en 5-6 pages pour que le producteur se tape pas le dossier complet. Et avec après un petit avis, j'ai très vite compris que l'avis, ils n'en avaient rien à cirer, que ce qui les intéressait, c'était le résumé du film. Donc il fallait être fidèle à toutes les étapes narratives du récit. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup aidé à structurer ma pensée. Et donc voilà, donc j'ai fait ça en parallèle. J'ai fait aussi pas mal de petits boulots pendant l'écriture de mon premier long. Et la chance que j'ai eue, en fait, c'est que j'ai eu des aides à l'écriture qui m'ont quand même permis d'avancer, qui m'ont permis d'avoir un consultant qui m'a accompagnée dans l'écriture parce que, encore une fois, j'étais novice. Et voilà, et après, le film a été très long à se financer, comme pas mal de longs métrages, parce que j'ai dû changer de producteur entre-temps, le premier producteur ayant fait faillite. Donc j'ai fait des courts-métrages en attendant de pouvoir financer mon premier long. Et je dirais que depuis, enfin, j'ai jamais fait le calcul, mais je pense que depuis peut-être... 2018, j'arrive et j'ai la chance d'arriver à vivre vraiment du fait de faire des films, mais ce qui pour moi veut dire autant les écrire que les réaliser. Et donc en général, je suis intermittent du spectacle quand je fais un film, et puis après je perds mon statut, je suis payée en droit d'auteur, et puis des fois je refais un film, donc je suis re-intermittente, et voilà, je bascule entre ces trucs-là, et depuis 2018, j'arrive à en vivre économiquement. Vous voulez ou on passe à la question suivante ou... Oui, alors moi c'est beaucoup plus vieux, donc du coup ça prend un peu... non, moi, en 1914, et ouais, alors, les premières caméras étaient compliquées à gérer. Non. Oui, non, en plus c'est vrai que c'est vieux, c'est un peu avant 2000. Donc moi je tournais en pellicule mon premier court-métrage, mes 3 premiers courts-métrages d'ailleurs. Il n'y a que le dernier que j'ai tourné en numérique. Non, j'appréhendais pas du tout, je savais pas du tout que j'allais être scénariste, parce qu'en fait, comme beaucoup j'imagine, et comme souvent,
je voulais faire des films, en fait, je voulais raconter des histoires et je ne me suis pas posé la question au pays des auteurs de savoir si je savais les écrire. Donc j'ai écrit des scénarios de l'histoire que je voulais raconter sans me demander si mes scénarios étaient bons ou pas. Je pensais, comme souvent on pense, que tout le monde sait écrire à peu près une histoire ou un scénario. Donc il s'avère qu'effectivement, en écrivant plutôt mal un scénario, j'ai quand même gagné un prix à ce qui est aujourd'hui la Maison du film court, qui s'appelait à l'époque la coopérative du court-métrage, c'est vous dire. Une coopérative, ouais, c'est loin. Et à partir de ce concours, ça m'a permis de rencontrer des gens, puisque il n'y avait rien à gagner, il n'y avait pas de prix concrètement, mais on va dire que le prix, c'était de nous faire rencontrer des producteurs, de nous mettre en contact avec des personnes qui pourraient éventuellement développer notre court-métrage. Et puis surtout, il y avait un autre aspect du prix qui était intéressant à la Maison du Film à l'époque, c'était de retravailler notre scénario. Voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon scénario était quand même loin d'être parfait. Et j'ai commencé à ce moment-là à me rendre compte qu'il fallait quand même écrire, travailler les scénarios avant de pouvoir les tourner. D'ailleurs, il s'avère que je n'ai jamais tourné ce court-métrage en question, mais d'autres qui ont suivi derrière. Mais voilà comment ça a commencé. C'est marrant, on a vraiment des parcours complètement différents. Moi, j'ai fait la Cinésup aussi, comme Marion. Mais après, j'ai passé la FEMIS 2 fois. J'étais 2 fois au Grand Oral et 2 fois, ils ne m'ont pas pris. Alors, je me dis, ils ont quelque chose contre les blonds. Bien que ce soit quelque chose contre les frisés, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne m'ont pas pris. Mais j'ai rencontré un cinéaste qui s'appelle Thomas Bardinet et qui, à ce moment-là, qui était au jury et qui m'a dit, viens, on va écrire un film ensemble. Donc, on a écrit 2 films qui étaient des super films, mais qui ne se sont pas faits. Parce que ça arrive beaucoup, ça arrive très souvent. Mais néanmoins, j'ai commencé à faire un peu mes armes là, un peu. Et comme j'ai commencé à écrire du long, je me suis dit, tiens, si j'ai réalisé, enfin, je voulais faire réalisateur, mais n'ayant pas eu la FEMIS, étant un provincial indécrottable, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, quoi. Enfin, je veux dire, objectivement, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule voie. Et bon, voilà, il y a un réal qui m'a tendu la main, on a écrit des films ensemble. Le premier, je n'ai pas été payé, le deuxième, j'ai été un peu payé, mais c'était déjà génial pour moi. Et puis, j'ai fait des courts-métrages. Et les courts-métrages se sont faits dans des très bonnes conditions. J'en ai fait que 2, mais j'avais tout l'argent que je voulais, vraiment. Mais les films n'ont pas du tout marché. Donc j'ai eu le CNC, à chaque fois j'avais les régions, donc j'avais des budgets, je me dis je fais des films et tout, je paye les gens, j'étais content, j'étais fier. Puis après les films ils passaient complètement inaperçus, personne n'en voulait, tout le monde trouvait ça nul et tout. J'étais un peu dépité. Et puis ma chef-op elle m'a dit non mais ça c'est pas grave parce que tu vas voir les gens comme ça qui comme toi font des courts-métrages qui passent un peu inaperçus, des fois ils sont meilleurs en long-métrage. Je dis d'accord, je vais bien te croire. Okay. Ça m'arrange. Et puis en fait effectivement derrière j'ai fait très vite un long métrage. Je l'ai fait assez tôt. J'avais 33 ans. Et alors voilà, écrire un long métrage, j'en avais déjà écrit 2, mais celui-là c'était le mien, c'était moi qui étais maître à bord. Je l'ai écrit avec 2 scénaristes que sont Catherine Payet et Frédéric Moreau. Mais c'était quand même moi qui devais décider parce que c'était moi le réal, quoi. Et donc là, vraiment aussi, comme vous, j'ai appris mon métier comme ça. Encore qu'il m'a fallu le réapprendre encore plusieurs fois derrière, parce que j'ai l'impression d'apprendre et d'oublier. Mais bon. Et donc j'ai fait un premier long métrage, et c'était super. C'était vraiment super. Mais moi, on va parler de ça après, je pense. Mais c'est pareil, le film, on a le CNC, donc on se dit c'est bon, on va faire le film et tout, on est les champions et tout. Puis après, il y avait 0 distributeur, 0 chaîne, 0 rien, 0 argent. On dit on n'est pas les champions du tout. Donc il a fallu le faire avec très peu d'argent, mais on a trouvé des solutions. Et puis après, j'ai développé un deuxième long métrage avec mon producteur. On était les champions du monde et tout. Puis on n'a pas réussi à le faire.
Et puis après, j'ai développé un 3e long métrage que je n'ai pas réussi à faire. Puis un 4e long métrage que je n'ai pas réussi à faire. Et là, je me suis dit, parce que quand on écrit un scénario, on touche de l'argent, le minimum garanti, bon. Mais quand les films ne se font pas, il manque un bout. Hein. Il manque un quart ou un tiers. Hein. La mise en production, le premier jour de tournage. Donc ça fait vraiment beaucoup d'argent en moins. Sans compter que si les films ne se font pas et qu'ils ne sont pas diffusés, il n'y a pas non plus de droit d'auteur de diffusion derrière. Donc en fait, quand on écrit des films, même si on signe des contrats, ben en fait, on s'appauvrit en fait. On survit un peu. Parce qu'écrire un film, il y a un chiffre, voilà, 15 000, 20 000, 30 000, on se dit, ah, ça dure 3 ans en fait. Donc 30 000 sur 3 ans, et encore, bon, 30 000 c'est déjà un bon chiffre. Donc en fait, on s'appauvrit. Et donc là, je me suis dit, bon, alors, faut que j'écrive pour d'autres gens. Et là, il se trouve que j'ai un très bon ami à moi qui m'a dit, bah, écoute, on s'entend super bien, j'aime bien ce que tu fais. Et puis là, j'ai commencé à travailler pour d'autres personnes. Et puis j'ai écrit une série qui s'appelle Ainsi soit-il. Je suis arrivé en 3e saison. Et là, c'était vraiment super parce que j'étais totalement déchargé de toute responsabilité. Parce que la série était lancée, c'était Arte. J'arrive en saison 3, donc le public était déjà là. Il fallait juste écrire mes épisodes, sans savoir si ça allait se faire ou pas, parce que ça se faisait de toute façon, avec un public qui était presque déjà captif. C'était incroyable. Et puis après, j'ai commencé à écrire pour d'autres personnes. Mais je pense que je vais quand même continuer à réaliser. J'ai un projet là, j'espère que je vais le faire. Mais bon. Super. Et en fait, vous avez tous parlé des courts-métrages par vos expériences. Est-ce que vous pensez qu'il y a un nombre de courts-métrages maximal à faire ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est la bonne approche ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux se lancer tout de suite dans un long voilà. À 33 cours, je pense que c'est trop. C'est la limite, quoi. Maximal, c'est minimal plutôt. Ouais, est-ce qu'il y a un minimum de courts-métrages à faire ou est-ce qu'après aussi, une fois qu'on t'a fait 15 courts-métrages, les gens se disent bon, bah, il passera jamais au long, tu vois. Pour écrire ou pour réaliser? Vas-y, prends le micro, s'il te plaît. En tant que scénariste ou en tant que réal? Parce que c'est pas le même truc. Les scénaristes, en tant que scénariste. il y en a plein qui n'en font pas de courts-métrages, qui n'écrivent que des longs ou que de la série et qui ne passent pas du tout par l'écriture court-métrage. C'est assez rare quand même. De jamais coécrire de cours. En général, quand même, les scénaristes, ils commencent par écrire des courts-métrages avec leurs amis réels, non? Oui, mais sauf si tu passes par la série et qu'après, il y a un autre chemin qui est faisable. Mais du coup, là, on parle plus de ciné, dans la mesure où, mais aujourd'hui, il y a des ponts beaucoup plus poreux. Ça a été très segmenté, mais les scénaristes, à part quelques exceptions, en fait, veulent écrire pour les deux. Parfois, c'est pas toujours dans les... C'est pas tout le temps le cas, mais ils veulent écrire pour les deux. Aussi parce qu'il y a un appauvrissement dans le cadre du cinéma d'auteur et qu'il y a plus d'argent, ou il y a plus d'immédiateté de production. Ce que disaient Jean sur le fait que la série se fait, c'est la libération. On sait que ça va être diffusé, on sait qu'on touchera des droits d'auteur, et ça fait qu'il y a un appel pour aller écrire de la télé. Donc pour toi, c'est pas indispensable de passer par le cours? En tant que scénariste, je pense pas. Je pense que c'est une super école, le cours, mais je pense que en tant que réal, c'est de plus en plus difficile de pas faire de cours. Ouais, et puis surtout, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il faut vraiment, avant de faire un long, il faut vraiment faire un court-métrage de fiction pour se poser des questions de narration, d'identification au personnage principal, des questions de mise en scène. Si j'avais pas fait de cours, j'aurais été le seul. Si j'avais pas fait de cours avant de faire mon long, j'aurais été le seul à ne rien y connaître sur le plateau, quoi. Il faut quand même assumer, quoi. Tu vois, déjà quand on arrive après avoir fait quelques courts métrages, on est celui qui est le moins capé de tous en général, et on fait semblant. Mais alors quand on n'a pas fait de cours. Et puis c'est de plus en plus essentiel pour le financement aussi, en tant que réal. Mais quand j'entends faire un cours, c'est faire un cours produit. Parce qu'en fait, on fait tous des cours et on écrit tous des cours dans nos études à plein de moments différents. Faire un cours, dans le sens le faire produire, passer les X années que ça demande de faire la production, etc., c'est un autre aspect. Donc en tant que scénariste, on peut
y arriver très bien sans avoir fait de cours produits. On aura vraisemblablement déjà écrit 15-20 cours dans sa vie, mais il n'y aura pas forcément eu de cours en coécriture. Oui, pour rejoindre Guillaume, on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de, enfin je sais pas vous dans la salle, mais il y a quand même pas beaucoup de en court métrage. Moi, j'ai pas le souvenir de croiser des scénaristes purs, c'est-à-dire de personnes qui sont juste scénaristes dans le court métrage. Il n'y avait que des auteurs-réalisateurs. Les personnes qui faisaient des films autour de moi étaient comme moi, auteurs-réalisateurs de leur propre court métrage, ce qui est quand même souvent le cas. Et donc, mais c'est aussi pour ça qu'on fait les courses, parce qu'on se sert soi-même et on espère passer au long, et donc on fait des courts métrages dans ce but-là. Après, sur le nombre, évidemment, il n'y en a pas. Enfin, moi, j'ai fait des courts-métrages produits, comme dit Guillaume, sauf le premier. Le premier, évidemment, était... moi, j'ai pas fait d'école, donc j'ai pas de formation, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc, fallait bien que je prouve quelque chose, on va dire. Donc, j'ai autoproduit mon premier court-métrage. Que personne n'a vu, mais que j'ai autoproduit. Et du coup, ça m'a permis derrière de lui montrer quand même à une prod. Et après, quand j'ai été produit, effectivement, j'ai eu la chance de faire des cours financés, achetés, préachetés, et plutôt bien financés. Mais j'en ai fait quoi? J'en ai fait 4 avec le court-métrage autoproduit. J'aurais pu en faire qu'un. Si on ne compte pas celui autoproduit, il valait mieux pas se baser là-dessus. Mais moi, ça s'est déclenché pour la possibilité de faire mon nom. Ça s'est déclenché dès le premier court-métrage produit, puisqu'il a été diffusé, il était acheté par Arte, etc. Et j'ai fait beaucoup de festivals avec. Donc, à ce moment-là, les producteurs avec qui je travaillais ont enclenché l'idée qu'on allait développer un long métrage. J'en ai fait un deuxième derrière. Et au moment où je tournais mon deuxième, on avait la moitié du financement du long métrage déjà. Donc en fait, on peut en faire qu'un. Et puis j'ai eu le souvenir, à l'époque où je faisais des cours, de beaucoup de réalisateurs de courts-métrages qui, dès leur premier court-métrage, si tant est que le court-métrage marche, il suffit qu'on fasse un seul court-métrage et qu'on ait par exemple le César du meilleur court-métrage, il n'y a pas de raison d'en faire 4 derrière. On peut très bien faire un long métrage dans la foulée. Donc il n'y a pas de chiffre, c'est ça que je veux dire. Ça dépend et puis ça dépend de soi aussi. Si on est assez... Moi, je me sentais dès mon premier court-métrage produit, encore une fois, pas le tout premier parce que c'était un peu bancal, je me sentais prêt à tourner un long métrage. Donc après, ça dépend aussi de soi, j'imagine, et de son envie et de sa capacité à aller vers l'aventure plus longue, quoi. Toi, Marion, aussi, tu en as fait pas mal des cours. Moi, j'en ai fait 3, et surtout, j'en ai écrit pas mal aussi. J'ai écrit les courts-métrages de gens autour de moi. Et ouais, j'ai pas tout à fait le... Je comprends tout ce que vous dites, je suis assez d'accord, mais j'ai quand même un ressenti un tout petit peu différent sur un truc, c'est que... Enfin, comment je pourrais le formuler? J'ai l'impression qu'on peut écrire un court-métrage sans formation, sur le tas, en se basant avant tout sur une envie, une idée très forte, un désir de cinéma, et que dans un court-métrage, s'il fait 15, 20 minutes, un peu plus, un peu moins, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une structure forte, une évolution du personnage, etc. Et moi, j'ai l'impression d'avoir écrit pas mal de cours, mais d'avoir vraiment appris l'écriture de scénario en passant au long sur la question de l'enjeu de tenir un récit qui fasse à minima 1 heure et demie. Parce que là, on peut plus s'appuyer juste sur les bonnes idées. Les bonnes idées suffisent pas pour écrire un long métrage, et qu'il faut commencer à avoir un peu de structure et d'organisation. Et tu penses que ça veut dire qu'il faut une formation nécessairement pour passer au long? Il y a un parcours formatoire, ou alors est-ce que je pense coécriture? Je pense qu'il y a un parcours formateur. Moi, j'ai pas, par exemple, j'ai été accompagnée par un consultant, donc j'ai eu très très peu de cours d'écriture de scénario à la FEMIS, ce qui est une aberration, et ce qu'ils ont changé, je crois, après moi dans les nouvelles promos. Mais oui, je suis passée par une étape de réapprentissage, et notamment, c'était vachement intéressant. Mon consultant, il a assez vite saisi comment je travaillais, donc pour le coup, beaucoup à l'instinct, beaucoup à l'envie, beaucoup cette scène, elle va être super, etc. Donc, au début, je crois que j'étais capable, moi, d'écrire la scène du milieu, la scène de la rencontre, la scène de la rupture, voilà, des petits moments clés comme ça. Et j'avais une sorte de pulse, de scène que j'aimais. Et puis après, j'allais d'une pièce de pulse à une pièce de pulse. Et puis des fois, la couture, elle marchait pas très très bien, quoi. Et lui m'a obligée, il m'a dit Marion, on était déjà dans le travail depuis quelques temps, il m'a dit Marion, s'il te plaît, fais-moi confiance, la prochaine version, tu t'obliges à l'écrire
la séquence 1 en premier, qui mène à la séquence 2, qui mène à la séquence 3, et tu respectes une forme de chronologie pour travailler une évolution cohérente des personnages, parce que moi du coup des fois j'avais des effets d'accélérateur, comme je travaillais de manière un peu brouillonne, quoi, et ça a été extrêmement douloureux pour moi de faire ça, parce que très très contre-instinctif, quoi, et puis j'avais peur de perdre l'envie, le désir, l'intuition. Donc j'ai été obligée, voilà, d'essayer d'apprendre à canaliser, à structurer, et je crois que c'est le moment où j'ai vraiment fait le pas méthodologique d'apprentissage qui m'a permis de me dire ok, là j'ai franchi un cap et je commence à avoir un récit que je maîtrise un petit peu, et ce qui veut pas dire que maintenant j'écoute plus du tout l'intuition et le désir et que je m'appuie pas toujours sur des scènes qui me font envie, mais je sais que je suis aussi capable de construire les briques les unes après les autres et d'être un peu méthodique. C'est moins la Fémis que l'accompagnement qui t'a formé selon toi? Ça m'a formée à des endroits différents. Au niveau de l'écriture de scénario, à la Fémis, je pense pas avoir... j'ai pratiqué, donc ça déjà c'est un apprentissage, mais j'ai eu assez peu de cours et d'accompagnement là-dessus. J'ai été plus... sur les enjeux de réalisation, j'ai été plus accompagnée à la Fémis. Sur les enjeux de scénario stricto sensu, assez peu. Après, moi, j'étais dans une promo où il y avait des directeurs de département, c'est enregistré, je vais peut-être pas les nommer, mais où je me souviens de mon directeur de département la première année qui me dit la réalisation, ça s'apprend pas, c'est une question de talent. Bon, pourquoi tu acceptes un chèque conséquent d'une école nationale supérieure si tu penses que ça ne s'apprend pas? Et donc, il y avait cette mentalité un peu de est-ce que tu as du talent, et donc de nous pousser à être dans l'expressivité, dans ce qui nous meut, dans nos tripes, dans machin, etc. Mais pas forcément dans l'apprentissage plus laborieux, osons le mot, d'une méthode, d'une méthodologie qu'on peut ensuite appliquer et reproduire. Ça, une méthodologie qu'on peut ensuite appliquer et reproduire, c'est un gros mot à la Fémis, en tout cas à mon époque. Donc, Et du coup, parce que vous avez justement un parcours différent sur les formations. Vous n'êtes pas passé aux mêmes endroits. Toi, Eddy, tu dis t'en as pas, et c'est la pratique qui t'a formé. Marion, elle dit qu'il faut qu'on mesure vraiment l'écriture quand on s'attaque au long. Donc, c'est quoi votre avis, votre parcours là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on écrit des cours et ça fait un peu flipper quand même de passer au long en disant est-ce que je vais y arriver, ça a l'air un peu insurmontable. Mais ça fait flipper déjà d'écrire des cours. Ça fait... Non, mais les courts-métrages, c'est pas juste un terrain de jeu. Moi, sur mes courts-métrages, pas le premier, le tout premier, je l'ai fait, personne ne m'a rien demandé. C'était mon argent, c'était mon crédit à la banque, donc tout le monde se fichait de ce que j'allais faire avec. Mais donc j'avais toute la responsabilité sur mes épaules. Et en plus, je ne savais pas du tout comment faire, ni pour produire, ni pour réaliser. Et puis, en l'occurrence, l'écriture du scénario s'est avérée pas si terrible que ça. Mais ça, on s'en rend compte en salle de montage, généralement. Mais après, quand j'ai été produit, oui, j'ai eu... j'ai beaucoup travaillé sur... C'est pas des films, c'est pas des courts-métrages qu'on a montés en 6 semaines. C'est des courts-métrages qui mettent 2 ans à se faire, parce qu'ils sont financés, mais parce qu'on réécrit, on écrit, on réécrit. Et moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler vraiment sur mes scénarios. Est-ce que l'accompagnement, par exemple, de la prod, ça rejoint ce que... Il y avait la producteur, il y a eu aussi, comme Marion, sur un projet, le deuxième, parce qu'il était coproduit par Arte, j'ai eu un script doctor, un consultant. C'était la première fois. Et c'était hyper intéressant parce que moi, en plus, j'ai pas de formation, etc. Donc j'écris vraiment à l'instinct, j'écris très vite. Et puis à l'époque, je relisais beaucoup moins qu'aujourd'hui. J'étais très vite content de moi. Mais j'ai appris, oui. Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas beaucoup changé, mais un peu. Mais mais c'est vrai que j'ai vraiment appris à écrire, à relire, à retravailler et à construire mes scénarios et à réfléchir à mes personnages et au sens de et à la cohérence de ce que je racontais à ce moment-là. Sur ce cours-là, qui était donc le deuxième produit, j'ai vraiment commencé à travailler là-dessus. Mais après, parce que j'avais pas de formation. Je ne dis pas, moi j'ai déjà donné j'ai animé des ateliers scénario avec des jeunes en master. Je ne dis pas que moi je suis persuadé que ça s'apprend, l'écriture. C'est parce que moi je l'ai pas appris
Et puis je l'ai appris, bon, bah, du coup j'ai mis beaucoup plus de temps que les autres, forcément, mais on l'apprend forcément, et puis on doit redoubler d'efforts si on ne l'apprend pas, et sinon on l'apprend à ses dépens, encore une fois, en salle de montage, mais c'est trop tard. C'est sûr que, en fait, ta question, il dit a raison. En fait, les courts-métrages sont aussi des œuvres. Et donc, on va aussi faire des erreurs, on va aussi chercher, on va aussi s'améliorer. Et pour ce qui est du long-métrage, évidemment, ça paraît. C'est comme si on passe du 400 mètres au marathon. Bon, le 400 mètres, il faut gérer son effort, mais le marathon, bon. Mais ce qui est sûr, c'est que, personnellement, à chaque fois que je commence l'écriture d'un long-métrage, ça me fait toujours la même chose. Il va y avoir, ça va se passer, il va y avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, il va falloir faire des traitements, des séquenciers. Et à chaque fois, ça me fait peur. J'apprends pas, hein. J'apprends pas. À chaque fois, ça me fait le même truc. Je me dis, mais bon, faut bien bosser, quoi. Donc, comme un maçon, on pose des briques, comme ça. C'est Salvadori qui dit tous les matins, on pose ses briques, puis on se couche, puis le lendemain matin, on se réveille, puis on pose ses briques. Mais à chaque fois, ça me fait ça. Chaque fois que je commence un long métrage, je me dis, ça va durer, ça va être compliqué. Faut qu'on leur dise des trucs positifs. T'as raison. Moi, je pense que ça s'apprend, mais pas forcément avec des leçons. Ça s'apprend totalement en écrivant et en réécrivant. Surtout, c'est pas en écrivant, parce que si on écrit 200 V1, on n'apprendra pas grand-chose. C'est en réécrivant 200 fois sa V1 pour faire une V200 qu'on se rendra compte de tout ce qui n'a pas fonctionné, ce qui fonctionnera mieux. Et moi, j'ai fait des études de ciné à la fac, j'avais pas des cours ultra pratiques, mais c'est vraiment en écrivant mes films et en ayant les retours de mes prods, et après en ayant des retours d'autres scénaristes, et en développant au fur et à mesure. Parce que sinon, s'il suffisait d'apprendre juste la méthodologie, on ouvrirait tous des bouquins de scénario, et on en a tous chez nous, et on saurait écrire des films. Mais c'est pas, ça nous donne un vocabulaire, ça nous donne à la rigueur des clés pour nous relire et envisager ce qui peut ne moins bien aller, mais ça nous apprend pas du tout à écrire. Mais surtout qu'on écrit tous de manière très différente. Donc ce qui va marcher pour nous va pas marcher pour d'autres. Non, je voulais rebondir dans ton sens parce que j'avais une anecdote que j'aime bien. Je vous ai parlé des fiches de lecture que je faisais. J'ai travaillé pour Why Not, qui est une société qui fait beaucoup de cinéma d'auteur. Et eux, ils ont une philosophie dans la boîte, c'est qu'ils font lire les scénarios en aveugle. Parce qu'ils pensent que si on connaît le nom de leurs auteurs, ça va influencer. Et j'ai fait une expérience hyper intéressante. C'est que du coup, et ils font lire très tôt aussi. Donc j'ai lu en fait une V1 de scénario très tôt d'un film que j'ai trouvé hyper bancal, assez fragile, un peu foutraque. Et 1 an et demi plus tard, ils m'ont fait lire la version qui je pense doit être la version quasi-def du film. Et j'ai pu mesurer en fait l'écart assez phénoménal entre les deux versions. C'était toujours la même histoire, c'était toujours le même type à qui il arrivait plus ou moins la même chose, mais avec un scénario beaucoup plus en place, beaucoup plus tenu. Et la chance que j'ai eue aussi dans cette expérience-là, c'est que le film est sorti au cinéma peu de temps après, que c'était Dipan et qu'il a eu la Palme d'Or. Et donc tout ça pour dire que j'ai lu la première version de Dipan, et en fait ils produisent Audiard, donc j'ai lu aussi la première version des Frères Sisters et les premières versions de certains films de Desplechin de l'époque. Et franchement, et ça je l'assume même si c'est enregistré, ils font pas des super premières versions. Et moi, ça m'a tellement libérée de me dire que voilà, des auteurs capés, qui avaient vachement plus d'expérience que moi, etc., ils avaient des premières versions qui ressemblaient un peu à rien, mais après, comme tu disais, les briques du maçon, quoi. Ils retournent au travail, ils réécrivent. À la fin, c'est bien. Ceci dit, moi aussi, hein, j'ai lu pour Why Not, j'ai lu aussi Audiard, et j'ai lu une première version d'un prophète. C'était quand même pas mal, quoi. Je me suis dit, waouh, alors là... oui, mais tu vois, Un prophète est un meilleur film que Dipan, donc ça va quand même dans le sens... C'est vrai. Et il y avait déjà quelque chose, un style, une tonalité, une sécheresse, un univers, quelque chose qui est resté dans le film, quoi. Je me suis dit, c'est pas le tout venant, quoi. Parce qu'en fait, chez Why Not Productions, tout ce qui arrive par la poste, ils font lire, et il y a une fiche de lecture. Tout ce qui arrive par la poste. Tout le monde note, Why Not? Et c'est-à-dire que moi, on va me donner, c'était il y a longtemps maintenant, mais on me donnait 10 scénarios,
Il y avait aussi, j'ai lu aussi Desplechin, et voilà. Et puis il y avait ce qui pouvait arriver par la poste, à l'aveugle. Bon, souvent, on voyait quand même très très vite qu'il y avait une grosse différence. Ça, entre les. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Les V1, les V2, des grands cinéastes qu'on vient de citer, il y a du boulot, quoi. Encore. Elles sont bancales aussi. Il y y a du boulot. Ouais. C'est vachement intéressant de voir les films dont on a lu les scénarios en développement, de les voir faits, de voir si parfois les trucs qu'on a ressentis, de voir que c'est toujours à l'image, ou d'autres trucs où on avait des doutes et en fait finalement par la magie du montage, de la mise en scène, de plein d'autres choses, de l'incarnation, ça réussit à changer. J'ai lu beaucoup de scénarios pour la Fondation Gann, et dès qu'il y en a un qui sort, quand j'avais des doutes, je vais le voir. Sauf ceux où je trouve que c'était vraiment trop nul, j'ai pas envie de m'infliger ça. Mais c'est intéressant, et parfois on se rend compte qu'on s'est planté sur un scénario, qu'on trouvait que c'était vachement bien et qu'en fait le film est pas si bien que ça, parce que le scénario était très calibré, qu'en fait il n'y avait pas de place pour autre chose, et d'autres films où il y avait plus de place, c'était un peu plus bancal, mais finalement ça fonctionne bien à l'image. Ça remet en cause plein de certitudes qu'on a sur les scénarios et sur leur écriture, et c'est bien aussi. Et moi, j'avais une question sur comment, en fait, en tant que scénariste seulement, oublier la casquette réalisateur-réalisatrice. Comment trouver son binôme? Est-ce qu'il y a une méthode, un moyen de trouver son binôme? Enfin, je pense qu'un scénariste seul, ou même un réalisateur, et c'est compliqué, c'est voire impossible de mettre le pied à l'étrier sans un réalisateur pour le cinéma, j'entends. Est-ce que vous pensez à des formules ou comment trouver son binôme scénariste-réalisateur dans le milieu? Est-ce que c'est réaliste de partir seul? Moi, j'ai l'impression qu'écrire un scénario seul en tant que scénariste en se disant je vais arriver à une VDF et puis je vais trouver un réal pour le réaliser est un pari extrêmement risqué aujourd'hui en France, parce que c'est pas du tout la philosophie dans laquelle on baigne. Donc souvent, moi je connais des gens qui ont fait ça, et souvent ça coince dans le fait de trouver le bon binôme. J'ai même des exemples de gens qui ont fini par réaliser le film, ce qui n'était pas le projet, parce que voilà, ils avaient l'impression que le réalisateur ou la réalisatrice, si elle arrivait très tard, elle allait forcément vouloir s'emparer du truc et le modifier. C'était plus voilà, ça pose toutes ces questions-là. Sur comment trouver un binôme, c'est une question. Alors là, pour le coup, je ne sais pas s'il existe une seule réponse fixe. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut cultiver son réseau, ce qu'on a, je crois, déjà un peu dit. Mais si je pense à mes exemples de coécriture, ça s'est beaucoup fait parce que des amis d'amis qui savaient que je m'intéressais à ça et que je serais peut-être bien sur ce projet-là, des copains avec qui j'ai envie d'écrire, des gens que je rencontre en festival, en résidence. Enfin, c'est assez évanescent en fait. Oui, je suis d'accord. Je pense pas qu'il y ait une formule magique pour trouver un binôme. Mais par contre, sur partir seul, oui. Après, c'est partir seul. Sans producteur, tu veux dire, ou partir seul? Non, partir seul, en tant que scénariste, tout seul, avec son scénario. Est-ce que d'aller d'une idée à la V1 présentable, seul, sur un long, c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Parce que, par exemple, on veut le réaliser, du coup, on est tout seul à l'écrire. Est-ce qu'il faut quelqu'un d'autre à l'écrire? Non, si on veut le réaliser, oui. Si on est si un producteur, oui. Même si on veut pas le réaliser, il y a des chances qu'un producteur dira mais t'es sûr que tu veux pas le réaliser, parce qu'ils savent que s'il y a un bon scénario, c'est la galère de trouver un réal pour le faire. Et je connais aussi plein de gens qui ont fini par réaliser des films qui sont d'ailleurs devenus de bons réals, mais qui n'avaient pas du tout l'envie de le faire au départ. C'est très compliqué en France d'avoir un scénario on spec. Après, c'est intéressant de toute manière pour montrer ce qu'on fait aussi. Même si le film se fait pas, ça créera peut-être des rencontres. C'est jouable d'écrire un long seul. Il y a plein de gens qui font plein de gens qui le font, mais pas sans producteur. Je pense que c'est pas très. On part pas sans producteur, ça sert pas à grand chose. On a peu de chances d'aboutir. Les producteurs, ils veulent être associés au projet. C'est pour ça que je pensais la question c'était sans producteur. Sans producteur, ça me paraît un peu casse-gueule. Ça peut être un début de binôme. En fait, ta prod peut être ton début de binôme pour l'écriture et d'accompagnement. Oui, de toute façon, le producteur peut pas être enlevé
il ne peut pas être retiré de l'équation. Donc le producteur, de toute façon, il faut l'avoir. Et puis il vaut mieux l'avoir assez rapidement. C'est pas, vaut mieux écrire quelque chose d'assez court et intéresser quelqu'un que de se lancer tout seul dans une V1. C'est pas ça avec un document de 6 pages, si le film tient la route, qu'il y a une promesse de quelque chose, on doit pouvoir rencontrer quelqu'un sans aller forcément sur une V1. Après, il y aura peut-être toujours des gens qui vont dire ah ouais, mais envoie-moi une version un peu plus longue ou reviens me voir plus tard. Mais en réalité, on doit pouvoir créer une rencontre autour d'un document assez succinct. Et c'est peut-être là que se créera un possible binôme, justement. Un producteur, normalement, peut poser la question très rapidement, même sur un document court, mais est-ce que tu penses le réaliser ou est-ce que tu as une idée de quelqu'un qui pourrait le réaliser? Et à ce moment-là, se mettre d'accord, soit pour chercher quelqu'un, soit pour... Voilà. Donc, moi, je pense que c'est tôt. Pour moi, c'est vraiment le producteur qu'il faut trouver en premier. Après, c'est quand même mieux de travailler à deux en général pour l'écriture. On a 2 fois plus d'idées. On travaille 2 fois plus vite. On a 2 fois moins de travail, du coup. Voilà. Puis on se sent pas seul avec son truc tout le temps. Puis on peut se plaindre et tout. On peut dire que c'est la faute de l'autre après. Non mais et puis il y a sur le fait de trouver la bonne personne. Moi, je pense qu'il y a plein d'excellents scénaristes qui ne fonctionnent pas avec des réals ou avec d'autres scénaristes parce que ça ne matche pas. Moi, j'ai eu l'expérience récemment où j'ai commencé à travailler avec une autrice et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout dans le même truc et je suis ressorti du projet parce que il y a un moment, c'est laborieux pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire que je suis moins bon ou qu'elle est moins bonne. C'est vraiment un truc où on ne va pas dans la même direction et il faut s'arrêter assez rapidement. Après, quand on travaille pour les autres, quand on est scénariste pour des réalisatrices ou des réalisateurs, il faut aussi s'adapter à la personne qu'on a en face parce que c'est quand même quelqu'un qui... Ça, c'est plus pour la commande. Ça. Ouais, commande, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une commande, mais on se met au service... Alors, en fait, on est au service de l'œuvre, on est au service du scénario. On n'est jamais au service ni du producteur, qui n'est pas le patron, qui n'est pas un patron, ni du réalisateur. On est au service de l'œuvre. C'est-à-dire que quand on sent que ça ne va pas, il faut savoir le dire. Même si le réalisateur est très, très content, il faut savoir dire non, je suis au service du film. On travaille ensemble, mais c'est très difficile. On n'est pas au service du producteur qui nous paye, mais qui nous achète la possibilité de faire du fric avec notre travail. Hein. C'est ça. Hein. Il nous paye pas. D'abord, c'est presque jamais son argent. Non, déjà, c'est presque jamais son argent. Hein. C'est la plupart du temps du fonds de soutien. Bref, notre argent. Et donc, il nous paye avec notre argent. Et ensuite, au producteur, on leur cède nos droits. Hein. Grâce à ces droits, ils vont faire une œuvre qu'ils vont pouvoir commercialiser et très, très, très bien se payer et avoir une résidence secondaire et tout ça et tout ça. Donc, mais pas tous les producteurs. Vision n'engage que Jean. Not all producteurs. Ouais. Et non, parce que franchement, des producteurs qui n'ont pas de résidence secondaire, vous en connaissez vous? Mais les mecs non, ils n'ont aucune crédibilité sur le marché. Non, mais... Première question, t'as une boîte? Ouais. T'as une résidence secondaire? Alors que des auteurs qui ont des résidences secondaires, que ça. Ils squattent les résidences secondaires des producteurs. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas non plus au service du réalisateur, on est au service de l'œuvre. Néanmoins, il faut quand même trouver un modus operandi pour travailler et faire le meilleur film possible. Donc il faut quand même être un peu souple. Absolument. Pas toi, mais... Non, mais il faut s'adapter. Moi, en l'occurrence, c'est dans un cas de comédie. Et pour le coup, il y a un truc où tu as des curseurs qui sont pas au même endroit et c'est un dialogue de sourds au bout d'un moment. Et je pense qu'il y a certains films moi, sur lesquels je pars pas et certains genres où je sais que je suis pas pertinent et où même ça m'intéresse pas particulièrement d'aller. Donc moi, je pense vraiment il y a des choses de l'ordre de la rencontre, de l'énergie commune et puis il y a des très bons binômes et d'autres qui fonctionnent pas. Et ça me semble être normal, hein, c'est comme dans la vie, hein, on n'est pas amis avec tout le monde, on n'est pas en capacité d'avoir des moments très agréables avec tout le monde, donc ça me semble pas absurde. Et est-ce que d'ailleurs il y a des pièges à éviter, que ce soit dans l'écriture parce que c'est différent entre un court, un long, dans la façon de travailler, est-ce que quand on passe cette étape-là, il y a des pièges qu'on pourrait ne pas voir venir? Par exemple, je peux te dire, n'écris pas une VDF, déjà, c'est un piège. Oui, ça, c'est clairement, c'est un piège.
J'ai l'impression que ce que je peux dire ne peut valoir que pour moi, parce que c'est ça qui est beau dans l'écriture de scénario, c'est qu'elle est à l'image de, voilà, de chaque scénariste, de chaque auteur. Il n'y a pas une seule façon de faire, mais je sais que moi, j'ai commencé sur mon premier film à écrire très vite des dialogues, parce que ça me venait naturellement, parce que j'ai un goût peut-être plus prononcé au naturel pour ça que pour d'autres aspects du travail. Et donc, j'ai écrit très vite une version dialoguée. Et après coup, il a fallu réécrire. Et réécrire à partir d'une version dialoguée, c'est compliqué, parce que tout d'un coup, on a un document face à nous qui fait 90, 100, 110 pages, beaucoup de séquences, une centaine de séquences, et bouger une centaine de séquences en ayant en tête toutes les conséquences, c'est assez complexe en fait. Tout simplement, c'est un objet qui est lourd à bouger un long métrage. Alors que si on commence, ce que je fais maintenant systématiquement et de manière assez radicale par un traitement, un synopsis ou un traitement, c'est beaucoup plus facile de remettre en question les choses. Et un traitement, c'est un texte qui est assez aride, parce qu'il n'y a pas les dialogues, en général c'est synthétique, c'est pas du tout sexy. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus facile de tuer des idées comme ça. Parce qu'elles n'ont pas la forme d'une belle scène dialoguée, toute polissée, qu'on n'a jamais envie de couper parce qu'elle est tellement bien, mais qui pourtant fait du mal au film, quoi. Et donc du coup, je trouve que d'avoir une méthodologie où on est progressif et où on commence par un document synthétique et vraiment on s'assure d'avoir quelque chose de solide avant de basculer, est quelque chose qui, moi, m'a fait du bien dans mon apprentissage progressif. Ouais, je rejoins complètement Marion. Moi, j'ai toujours détesté écrire les traitements. Je déteste toujours d'ailleurs. Mais maintenant, je ne peux pas m'en passer. Vraiment, j'adore écrire les versions dialoguées. Et je me faisais plaisir. En fait, on se fait plaisir quand on écrit les versions dialoguées. Parce qu'on voit déjà le film, ou on se projette déjà dans les séquences. Et puis, on joue les scènes chez nous. Et on est très excité par cette bonne trouvaille, et par ce bon dialogue. Et la façon dont cette scène fonctionne. Et c'est beaucoup plus compliqué, comme disait Marion, de revenir sur une version dialoguée. Et aujourd'hui, quand j'ai mon traitement, qui m'a quand même fait chier à écrire, que j'ai trouvé laborieux, je suis toujours très heureux de l'avoir et je me dis, voilà, il n'y a plus qu'à écrire le scénario. Et je suis toujours très très content d'avoir le traitement et d'avoir que ceci étant... je vais encore modifier, que je vais faire bouger, qui va bouger évidemment avec le scénario, qui va se transformer et dans le meilleur des cas s'améliorer et prendre une belle ampleur. Mais je n'imagine pas aujourd'hui écrire enfin, je pourrais pour le plaisir, mais je ne verrais pas l'intérêt d'écrire aujourd'hui une version dialoguée sans avoir construit mon film avant à travers un traitement notamment. Voilà. Ça, c'est... Je suis complètement d'accord avec ça. Le passage au traitement est vraiment primordial. Après, on arrive à la V2 de traitement, la V3 et tout. Bon, les producteurs en général, ils demandent une V4 gratos, une V5. Bon, voilà. Mais on se dit, voilà, on a un traitement, c'est solide, ça fait 20 pages, 30 pages, c'est énorme, 30 pages. Bon. On se dit, c'est bon, quoi. On va dialoguer, ça va filer. Et en fait, quand on écrit le scénario, en fait, non, c'est pas du tout. La structure, elle va quand même bouger, on va quand même tout casser, en fait. Donc, on pense qu'on a transpiré sur un traitement, que c'est solide et tout. En fait, un scénario, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc, ça va encore bouger. Donc, peut-être la fin, ça va être au début. Parce que, voilà, quand on écrit des scènes, on a un désir qui se transforme et le film bouge avec. Tu parlais de marathon tout à l'heure, 400 mètres et marathon. Est-ce qu'il y a aussi se préserver sur l'endurance? Parce qu'il y a une histoire d'endurance. C'est un ultra trail, hein, c'est pas un marathon. Ouais. En fait, il y a un truc que j'ai vraiment appris avec le métier et qui m'horripilait au début. C'est que le temps joue beaucoup pour nous, en fait. Au début, j'écrivais des longs métrages et tout, et je trouvais que les producteurs, ils mettaient un temps fou à lire. Et puis à nous donner des rendez-vous, et il se passait 1 mois, 2 mois, 3 mois sans que rien ne bouge. Et en fait, ce temps, ça sert quand même. C'est du temps où on n'écrit plus ça, on va écrire autre chose, on va lire d'autres choses, on va s'intéresser à voilà, et puis ça va mûrir différemment, et puis on va s'y remettre et ça va être encore mieux. Et ça, c'est un truc qui me
qui m'angoissait, quoi. Tout ce temps perdu, le temps file, je vieillis, je vais mourir demain et tout. Et en fait, non, le temps, ça joue, quoi. C'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas faire autrement parce que, en fait, les producteurs sont les maîtres du temps. Et c'est quoi le temps pour un long métrage ? Ça dépend aussi vachement du film et de quand on est ici pour parler du passage au premier long. En fait, écrire un premier long, c'est aussi essuyer tous les plâtres, venir avec une idée qu'on avait depuis 20 ans et du coup avec plein de mauvaises idées qu'on veut pas changer parce qu'on les a, ou au contraire faire évoluer l'idée en même temps que nous, mais il y a des scories de versions d'avant et on n'arrive pas à s'en débarrasser, où on a tellement changé le film qu'on sait plus ce qu'on veut raconter et du coup le film ne ressemble plus à rien du tout. C'est là où c'est plus long un premier long parce que c'est laborieux de devoir passer par toutes ces étapes pour la première fois. Et quand on est passé par là la première fois, ça ne veut pas dire que écrire un film c'est facile. Ça reste compliqué parce que chaque film est différent. Donc chaque film devient, on repart à la bataille, mais au moins on repart pas avec toutes ces erreurs qui sont multiples. Il y a plein de pièges qu'on va éviter, mais qui ne sont pas des pièges si évidents. C'est des choses qu'on aura vécues, éprouvées profondément par rapport à ce que nous, on avait, nos envies, etc. Et donc, on y arrivera avec... Par exemple, on saura qu'il faudra passer par un traitement ou des choses comme ça. Et on saura que le temps, ça joue effectivement pour nous et que c'est super. Et peut-être qu'un film va s'écrire pour certains en 1 an et demi et pour d'autres en 3 ans et demi, et qu'en fait celui de 3 ans et demi, si c'était écrit en 1 an et demi, il aurait été pas bon. Et parfois repartir en réécriture pour la 1000e fois, c'est pour le mieux. Mais parfois pas du tout. Hein. Et parfois pas du tout. Il y en a qui disent que la V1 c'est la meilleure. Hein. Ouais, moi je suis pas souvent d'accord avec ça. Non, mais il y en a qui le disent. J'ai entendu dire. Il y a un mec qui l'a dit. Non, mais je sais que Santiago Amigorena, c'est ce qu'il dit. Il dit toujours que c'est un mec qui a 40 ans de carrière, mais il dit tout le temps que maintenant, ce qu'il écrit, les V1, c'est toujours les meilleurs. Et les producteurs, derrière, ils demandent de respecter le contrat. Donc, il y a au moins 3 versions de scénario. Et il trouve que pour lui... Moi, j'ai déjà lu des V1 de Santiago Amigorena. Donc, tu n'es pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, c'est enregistré. Le passage c'est un super auteur. J'aime beaucoup ce que vous faites. Fais coucou à Santiago. Le passage du court au long, après faire un premier long, c'est comme quand je racontais tout à l'heure, faire un premier cours que j'ai fait tout seul. À un moment, il faut faire. Alors sur le premier long, le premier cours, c'est pareil. On va pas. Moi, j'ai eu plus de facilité à faire les suivants parce que, en tout cas, dans un microcosme de court métrage, mes films avaient été vus et donc on m'a fait plus confiance rapidement. Ça a été plus facile de monter le 3e que de monter le premier, forcément. Même très facile. Mais en long métrage, quand on fait son premier long, forcément, alors j'ai pas, moi en tout cas de mon expérience, j'ai l'impression que il n'y a pas vraiment de regard sur le court métrage. Alors je sais qu'on nous dit mettez des liens ou etc. Mais bon, on regarde très rapidement. J'ai fait partie comme nous tous ici de commission, et on n'a pas toujours le temps de regarder tous les courts métrages, etc. Donc j'ai pas l'impression que ça suffise d'avoir fait 2. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de chiffre, parce qu'on ait mis 1 lien ou 2 liens ou 3 liens, c'est pas ce qui va convaincre, c'est sur ce qui est écrit, c'est sur le papier, c'est sur ce premier long qu'on est en train de proposer qu'on va choisir de vous accompagner ou pas. Après, si les courts-métrages sont pas bons et tout... Alors si les courts-métrages sont pas bons, généralement ça dessert encore plus. Mais bon, des fois, même s'ils sont... si les courts-métrages étaient... ou en tout cas si on pensait qu'ils étaient bien, c'est pas forcément pour autant qu'ils vont vous servir, mais c'est faire un premier long. Je pense que chaque chose chaque expérience est assez singulière. Moi, ça m'a énormément aidé. Mais parce qu'en fait, j'avais fait mon dernier court-métrage, il était pensé avec mes producteurs vraiment comme une sorte de tremplin vers le long. Et donc, notamment, il y avait une bande de filles, une bande de copines qu'après j'ai récupéré dans le long. Et donc, c'est 2 histoires qui sont autonomes et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais c'est les mêmes... c'est des adolescentes de 16-17 ans maghrébines qui sont les héroïnes de mon long derrière. Et je sais que dans les interlocuteurs que j'ai eus, notamment le distributeur, je sais que le court-métrage a compté. Parce qu'ils arrivaient plus facilement à se projeter dans un type d'esthétique grâce au... Et puis ça compte de plus en plus. Je pense que c'est vraiment un truc, moi j'entends plein de prods et je le vois qui disent que c'est vraiment de plus en plus important parce qu'on est face à plus de projets,
que de films qu'on peut aider. Donc tout le monde cherche une bonne excuse pour pas aider le projet qu'on leur propose. Donc si t'as pas fait de film dans une énergie un peu similaire, ou en tout cas qui peut aider à savoir qui tu es, c'est sûr. Après, s'il y a un film qui emporte l'adhésion de tout le monde, il n'y a pas besoin de cours. Le film il emporte l'adhésion de tout le monde. Mais Tu parles du scénario. oui, c'est-à-dire si un scénario, tout le monde est d'accord, et il y en a quelques-uns, il y en a 1 ou 2 par an, tout le monde est d'accord, et voilà, et le film il se finance. Mais en vrai, le cours c'est un truc en plus, quoi. C'est vraiment ou c'est un truc en moins qu'on enlève. On dit qu'il faut 7 ans pour faire un long. C'est 7 jours pour créer le monde. Non, Et encore, il était 6 très jours, bon. en fait. Il était très très bon. Il était très bon. Quand même se reposer. Non. Oui, c'est pas complètement faux, hein, si tu prends tout en compte. Oui, on est dans des durées qui sont proches de celles-là. Moi, je crois que j'ai mis 6 ans, mais qu'il y a eu le Covid au milieu, donc ça m'a mis aussi un gros coup de frein dans la post-prod. Mais ouais, moi j'ai qu'en tout cas, ça m'avait vachement décomplexé. Quand on m'avait dit ça, quand j'étais en écriture, alors on m'avait dit 5 ans, on m'avait pas dit 7 ans, mais c'est bien. Ouais, ça a pris 2 ans. Inflation. Mais aussi pour se déculpabiliser, c'est-à-dire que pendant longtemps, quand j'ai commencé, je croyais que si les choses prenaient du temps, c'était de ma faute. C'est parce que mon projet, il allait pas, parce que j'écrivais pas assez vite, parce que j'écrivais pas assez bien, etc. Parce que j'écris peut-être pas assez bien, ça c'est un débat qui reste toujours ouvert. Mais en tout cas, c'est vrai que statistiquement, la plupart des gens, il y a des gens qui vont plus vite aussi, ça existe, mais la plupart des gens, ils mettent du temps. Parce que notre système, il est ainsi fait que entre les retours de commission, les ceci, les cela, etc., c'est des processus qui sont longs et laborieux. Et qu'il faut, ça Jean, tu l'as déjà dit, mais il faut faire la paix avec le fait que ça risque de prendre du temps. Et c'est pas un mauvais signe, en fait, que ça prenne du temps. Ça dépend. Après, quand le film est en production et que ça prend beaucoup de temps, là, c'est un mauvais signe. Quand on est à 15 ans, il faut peut-être se poser des questions aussi. Non, mais... Faut peut-être accepter que la scène 4 n'est pas bonne finalement, qu'il faut la couper. En tout cas, c'est sûr que ça prend du temps. Ça, c'est sûr. Moi, pour mon premier long, ça a été assez vite parce que j'ai mis j'ai eu l'idée, je m'en souviens très très bien. Et le premier jour de tournage, il s'est passé 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et donc 4 ans avec la fin du montage. Donc ça s'est fait vite, très vite. C'est après que ça a commencé un peu plus long. Moi, j'ai mon premier long qui n'est donc toujours pas financé, donc ça se trouve, on va rajouter des années. Mais j'ai commencé activement à l'écrire en 2018 quand je suis rentré à l'atelier scénario, mais j'avais envie de faire un film là-dessus depuis plus longtemps. C'est aussi peut-être ce qui a rallongé le temps d'écriture. Mais il y a un temps incompressible qui est le temps des commissions, le temps des lectures, puis le temps de la pensée. En fait, on avance aussi tous à des rythmes différents. Et puis on a parfois la chance de trouver rapidement le bon angle pour aborder un film, et au contraire d'autres où on sait un peu vers où on va, mais on a beaucoup de mal à trouver le film. Voilà. Et dans ces sens-là, est-ce qu'il y a des compromis, enfin, il y a toujours des compromis à faire quand il y a le producteur, le réalisateur. Quels ont été les compromis que vous avez faits dans votre premier film, s'il y en a eu, et comment appréhender ces moments? Moi, j'ai fait plein de compromis. Non, je sais pas, moi je me souviens d'un copain un jour que j'ai croisé, c'était sur un court-métrage, et qui m'a dit: oh là là, je suis en salle de montage, le film est presque fini, je suis hyper content, le film est exactement comme je l'avais prévu. Et je me souviens de me dire: oh là là, c'est triste. Alors je ne l'ai pas dit à lui, parce que je ne voulais pas casser sa dynamique, mais moi, une des raisons pour lesquelles je crois que j'ai envie de faire du cinéma, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est parce que c'est des processus comme ça, toujours très mouvants, qui fait que une rencontre, la météo, tout peut changer. Et le problème, c'est que dans ce tout peut changer, il faut quand même réussir à trouver une sorte de colonne vertébrale qui va être, pour moi, l'endroit du désir. Et le truc sur lequel on ne transigera pas, c'est-à-dire qu'il peut faire un plein soleil alors qu'il devait pleuvoir, et l'actrice principale peut vous lâcher 2 mois avant le début du tournage, par exemple, au hasard. Et ben, c'est pas grave, parce que ce qui est clair, c'est pourquoi on fait ce film, pour quelles raisons on a envie de le faire, et qu'est-ce qu'on veut défendre à travers ça. Et après, pour moi, tout l'accessoire peut changer. On peut changer de décor, on peut changer mais il faut que ce cœur-là du film persiste, en fait. Et c'est pour ça que le temps est important, c'est qu'en fait, quand on arrive au tournage, il faut être extrêmement bien préparé. Il faut
parfaitement connaître son histoire. On est très préparé et voilà. Et quand il faut 4 ans pour écrire une histoire, l'écrire et la produire, au bout d'un moment, on commence à être un peu préparé. Hein. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, on se débrouille, quoi. Et d'ailleurs, les premiers longs, souvent, c'est des films qui sont très personnels. Est-ce qu'on commence toujours par un film très personnel? Est-ce que c'est la porte d'entrée de toute façon ou pas forcément? Et justement, quand c'est très personnel, est-ce que c'est plus compliqué de faire un compromis? Quand tu disais qu'il y avait des amis à toi qui avaient écrit, puis c'est tellement attaché à leur truc qu'elles ont fini par le réaliser parce que sinon elles l'auraient senti dénaturé. Mais compromis, c'est un drôle de... Ouais, moi je suis pas fan du terme compromis. Autant pour moi, je vais trouver autre chose. Non, mais c'est parce que aussi, c'est en théorie, quand on avance avec des prods, on avance dans la même direction. Donc quand on fait des changements, des modifications, c'est parce qu'on pense que c'est là où le film doit aller. Et puis si on pense que c'est pas là où le film doit aller, on dit non, en fait, tout simplement, on dit non, c'est pas ça. Après, les vrais stops, c'est les stops monétaires. Quand il n'y a pas l'argent, quand on doit prendre un acteur plus connu parce que on a besoin d'aller voir des distribs et on se sent trop fragile. C'est là où on peut faire des compromis. C'est genre, c'est pas l'acteur de mes rêves, mais je vais donner à manger un peu aux distribs et aux chaînes où il n'y a pas d'argent, mais c'est pas un compromis que je fais. Enfin, c'est exactement ce que tu as dit, Marion, c'est quel film on veut faire et à quel moment est-ce qu'on entame ce désir-là. Si on fait trop de concessions sur le scénar, on coupe trop de choses par rapport à la version de tournage, c'est vraiment ça entame le film. Ouais. Mais dans l'absolu, sinon il faut continuer à se dire, il y a des films, ils se réécrivent tous pour la version de tournage. C'est très rare d'avoir exactement le budget dont tu as besoin et de faire 0 coupe. En réalité, on fait tous des coupes. Ah oui, donc, mais c'est pas des compromis. C'est pas je dirais pas ça. Compromis, c'est si tu veux Pierre Ninet et qu'on te propose Kev Adams, quoi. Ouais. Là, tu dis bon. Si tu veux un inconnu et qu'on te propose Pierre Ninet. Ouais, ça va. C'est plus confortable comme compromis. Je sais pas. J'ai vu la bande-annonce de Monte Cristo. C'est enregistré. Pierre, je t'aime beaucoup aussi. J'aime aussi Kev Adams. Hein. Oui. D'ailleurs, il est frisé lui aussi. Alors, j'aime les frisés. Merde. Hein. Ouais. Non, mais peut-être que, moi je le comprends le mot compromis, mais peut-être qu'on peut essayer de le reformuler, qui est, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Hitchcock qui est kill, alors, j'ai un accent anglais terrible, kill your darlings, qu'en fait tu es tes scènes préférées. Moi, il y a une autre anecdote que j'aime bien, c'est pour Kurosawa, le premier Akira, pour Rêve, un de ses derniers films, il voulait un champ de tournesol. Il arrive sur le champ de tournesol, ils ne sont pas assez jeunes. Donc il a fait venir une armée, puisqu'il n'y avait pas de numérique et d'effets spéciaux à l'époque, mais une armée d'ouvriers qui ont repeint les pétales de tournesol pour que le champ soit jaune, parce que c'était un film sur le rêve, sur la beauté, sur la couleur, etc. Cette scène, il a coupé au montage, en fait. Mais il a coupé parce qu'elle faisait... Non, mais parce qu'elle était à la fois sans doute très très belle et en même temps elle ne trouvait pas sa place dans le film. Et alors c'est peut-être pas des compromis, mais en tout cas le bon mot. Mais en tout cas, je crois qu'il faut être intransigeant, quoi, avec le travail, et qu'il faut savoir faire le deuil de choses qui nous apparaissent comme importantes, mais qui sont en fait secondaires par rapport à le bien supérieur qui est la cohérence du film dans son ensemble, en fait. Ça, c'est sûr. De toute façon, écrire... moi, je sais que pour mon premier long métrage, j'ai dû, pour un scénario qui faisait 100 pages, j'ai dû écrire 1000 pages. Sans problème. Enfin, c'est quasi sûr, en fait. Peut-être même plus. Parce que, en fait, écrire, c'est jeter. Je passe mon temps à écrire des trucs que je jette, quoi. Et puis, à la fin, il reste des choses. Mais et moi, je sais que j'ai écrit mon premier long métrage, il est sorti en salle, j'étais assez content et tout. Puis après, j'ai été embauché sur une série, et là, j'ai rencontré des vrais scénaristes sur la série. Et là, j'ai appris le métier encore plus. Là, vraiment, j'ai compris ce que c'était, quoi. Et donc, j'écrivais mes séquences et non, poubelle, hop, poubelle, tous les jours, poubelle. Et ils avaient raison. Ça, quand tu parlais d'écueil tout à l'heure, je pense qu'un des premiers écueils, c'est de s'attacher trop à ce qu'on écrit. Ouais. Genre de dire, ça y est, j'ai écrit mon scénario, il est génial, plus rien ne bouge. Ou de dire, cette séquence, elle est tellement merveilleuse qu'elle va rester dans le film tout le temps. Alors qu'en fait, on s'en fiche de la séquence en tant que telle, on s'en fiche de ce qu'on écrit. Il ne faut pas mettre d'ego là-dessus. Il faut se dire, quand est-ce que le film est abouti ?
Et est-ce qu'on arrivera à en faire un film de cinéma? Est-ce que c'est un film qui est suffisamment fort pour porter une promesse de cinéma? Mais si on est trop attaché à ce qu'on écrit, si on met de l'ego au mauvais endroit, qu'on refuse de faire de modifs et qu'on refuse de réécrire, c'est la certitude que ça va être une catastrophe. Et même si ça passera sur un film, et coup de chance, le premier jet était génial, ça ne marchera pas sur les autres. Ça ne peut pas fonctionner. Kill Your Darlings. T'as un meilleur accent anglais que moi. T'as vu? Franchement. Je fais de l'anglais en ce moment. Non, mais d'ailleurs, je crois que c'était pas Hitchcock. Je crois que c'était... ouais. C'était Kev Adams. Virginia Woolf, c'est ça que t'as dit? Je pense qu'ils se sont refilés le truc, en fait. Ils se sont refilés la paternité, la maternité de la phrase. Mais même un auteur comme Jean Renoir, moi j'ai toujours entendu dire qu'il avait... mais là c'est tourné, il avait tourné une séquence qu'il trouvait incroyable pourquoi pour French Cancan, je crois. Une séquence sublime. Et il l'a coupé au montage. Il disait, c'est peut-être ce que j'ai fait le mieux dans ma carrière de metteur en scène. Et personne ne la verra, cette séquence. Et quand on n'a jamais rien fait et qu'on ne peut pas montrer ces belles séquences qu'on a coupées, comment on fait pour convaincre un producteur que ce qu'on fait, ça vaut le coup d'y aller, de nous accompagner? Le film, enfin le projet de Le film. scénar. Ouais, Le scénario. enfin, disons, non, pas le scénario, le synopsis, en l'occurrence, quoi. le synopsis de quelques pages. Faut On en avoir parlait tout à l'heure. Et puis la manière dont on en parle aussi, enfin sentir qu'on sait pourquoi on veut faire ce film, même si le film n'est pas abouti. En théorie, quand on arrive avec 6 pages, ça va beaucoup changer. ou Donc, il y a- 6 lignes même. ou 6 lignes, mais si t'es personne et que tu vas voir un prod avec 6 lignes, ça va être compliqué de convaincre. Si t'as rien fait du tout, 6 bonnes lignes. c'est vraiment les meilleures lignes de ta life. Mais la par question, c'est sans court-métrage. C'est si t'as pas fait Oui, de si t'as rien court-métrage. fait, si tu démarres, si t'es vraiment très émergent. Il y a des dispositifs, il faut essayer de participer à plein de trucs. Il faut créer un réseau en allant faire des festivals, des concours, des résidences, des machins, parce que ça va être compliqué de rencontrer tout de suite quelqu'un. Il y a des contre-exemples, mais plein de trucs qui fait que tu rencontres des gens. Et plus tu rencontreras de gens, plus tu pourras pitcher des films. Et à un moment, il y a quelqu'un qui va se dire « Ah bah ouais, ton idée de film, elle est intéressante. Surtout la manière dont t'en parles, je sens que ça veut dire quelque chose pour toi de faire ce film. » Et voilà, et après c'est balbutiant, mais on va aller quelque part ensemble. Moi, je sais que pour mon premier long, j'avais écrit je sais plus, mais vraiment, c'était vraiment court, que ça faisait quelques pages. Puis j'avais demandé l'aide à l'écriture de l'Aquitaine. Et puis, je sais plus si je l'avais eu, peut-être pas, je pense pas. Mais il y a un producteur qui m'a appelé derrière, et puis on a fait le film ensemble. Donc voilà, il m'a dit vous n'avez pas de producteur, ça m'intéresse, voyons-nous. Donc et puis, pour entrer dans le détail, on s'est vus, bon, on s'est rencontrés et tout. Et puis, il m'a invité à une projection de court-métrage qu'il organisait. Et puis, je sentais qu'il y avait un bon truc autour de lui. Que les auteurs, ils étaient contents, les auteurs de court-métrage. Et je me suis dit, tiens, ça me plairait d'être dans cette famille-là, quoi. Et puis, il m'a dit, écoute, moi, ton film m'intéresse, mais je n'ai pas les moyens de te payer maintenant, je n'ai pas d'argent. Non, il n'avait pas de... Entretien de la piscine m'a coûté trop cher. Il a eu sa résidence secondaire après avoir fait mon film. Et je crois. Mais c'est pas grâce à mon film. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, je peux pas te payer. Je peux pas te payer, mais je peux lire régulièrement. Et je sais qu'à tel moment, j'aurai un fonds de soutien qui va tomber. C'est dans 9 mois. Bon, voilà, moi, ça m'intéresse vraiment. Et je lui ai fait confiance. Donc j'ai commencé à écrire, je crois, j'ai fait un séquencier, 2 séquenciers, je sais plus. Et plus d'un moment, il a lu, il m'a dit bon bah c'est bon, j'ai touché mon fonds de soutien, donc on va signer un contrat et je vais te payer. Mais j'aurais pu aller voir d'autres gens, clairement, d'autres producteurs. On m'a dit ça, on m'a dit un mec qui te dit ça m'intéresse et qui sort pas son chéquier, méfie-toi. Et ben comme je sentais bien le truc autour de lui, les jeunes auteurs qui produisaient, qui faisaient des courts métrages, tout ça. J'y ai fait confiance et puis ça s'est bien passé. Je dis du positif aussi. Hein. C'est super. C'est bien. Parce que la question Même d'après, sur les producteurs. la question d'après, c'est est-ce qu'on peut du coup vivre de ce métier quand on nous dit on verra dans 9 mois? Et comment ne pas se décourager? Là, je ne parle pas. Là. Ouais. Je vais renverser la question. En fait, vous allez vous décourager. Ça va faire partie des étapes. Et c'est juste qu'après, ça va repartir.
En tout cas, encore une fois, hein, ça vaut pour moi-même. J'en fais pas une règle générale, mais je crois qu'il faut faire confiance au ton long, il faut faire confiance au désir qu'on a dans le film, et il y a toujours des moments de creux, parce qu'en fait, pour réussir à faire un film, en vrai, on tape à toutes les portes. L'immense majorité dit non, mais il y en a suffisamment qui disent oui pour que le film se fasse. Mais même, alors peut-être pas des auteurs extrêmement connus, on parlait de Jacques Audiard tout à l'heure, je pense que c'est plus facile pour lui, mais l'immense majorité des auteurs, on va dire, quotidiens, ordinaires, comme moi en tout cas, en fait on y va, on a des noms, et puis on a suffisamment de oui pour que ça continue à tourner, à avancer petit à petit et à se faire. Et ça fait partie, ça fait partie du truc, quoi. Et puis pas se décourager, parce que de toute façon, j'imagine, si on a envie de faire ce métier-là, que ce soit écrire et ou réaliser, on ne s'attend pas à ce que ce soit un long fleuve tranquille. On s'imagine bien que ça va être un peu compliqué. Moi en l'occurrence, donc par rapport à mes camarades, j'ai jamais réussi à monter le long métrage qui était prévu au moment où je faisais mes courts métrages, et ni les longs métrages que j'ai écrits derrière. Et je me suis jamais découragé. Enfin, évidemment que je me suis découragé, comme dit Marion, je me suis découragé, mais on se relève. En tout cas, encore une fois, si on considère que c'est ce qu'on a envie de faire et que c'est ce qu'on aime faire, donc ce qui est mon cas, et donc c'est la seule raison qui fait que je ne me décourage pas. J'ai pu me décourager de passer 2 ans à essayer de monter de 4 ans à essayer de monter un long métrage, ou à être à 2 doigts de l'avoir monté et que tout s'écroule, que le château de cartes s'effondre. Mais on ne se décourage pas, on retourne, puis on travaille, on écrit, on a des projets, etc. Et je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est que ça revient au moment où on a décidé, donc pour moi il y a longtemps, de faire des films ou d'en écrire ou de les réaliser, peu importe. J'étais convaincu que je ne retournerais pas en arrière, que c'est ce que je voulais faire. Voilà. Et l'autre partie de la question, c'était quoi? Est-ce qu'on peut en vivre? On en vivote. Et des fois on en vit, etc. Mais ça va avec le découragement. C'est-à-dire qu'on ne se décourage pas de moments où on n'en vit pas bien. On se motive pour en vivre mieux, etc. Donc de toute façon, c'est que, en plus dans des métiers qui sont assez solitaires, même si on est entouré énormément et qu'on va voir beaucoup de monde, finalement on est quand même tout seul avec son désir. Donc si on n'y croit plus à ce truc-là, on n'aura ni l'argent, ni l'envie, ni rien qui va avec, quoi. Donc il faut se motiver tout seul. Voilà. Et puis on en vit aussi à un moment, après des années, à pas en avoir vécu, et c'est pas grave de pas en vivre, ou d'en vivre qu'un tout petit peu et d'avoir un job à côté tant qu'on a le temps d'écrire. Ça fait partie du processus, hein. Tous les scénaristes passent par là. Et c'est plus facile quand on a des trucs qui sont diffusés, qui permettent d'avoir des droits d'auteur. Voilà. Donc le cinéma d'auteur, c'est compliqué d'en vivre en tant que scénariste, mais le SCA travaille activement à ce que des minima soient instaurés, et que donc on en vive un peu mieux. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand on commence, on a très peu de leviers de négo, où on a l'impression d'avoir peu de leviers de négo, et parfois on signe des contrats qui sont compliqués avec des jeunes boîtes, et voilà. Et donc ces minima-là qui sont faits de manière à ce qu'on puisse laisser la place à des films plus fragiles de se faire malgré tout, et dans des économies pas forcément énormes, et ça permettra aux scénaristes de vivre mieux, justement, de passer plus facilement le cap d'en vivre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez tout à fait raison. Moi, plein de fois, je me suis découragé. Après, à un moment, il y avait une nécessité. Quand il y a des bouches à nourrir et tout, faut y aller, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était plus le désir de réussir, de faire mes films, ou d'écrire les films des autres qui me bougeait. C'était la nécessité de payer le loyer, de payer le foot, la musique, des enfants, tout ça, quoi. Ça, c'est un vrai moteur, hein. Ça marche très, très, très bien, hein. Mais qu'est-ce qui fait que ce moteur, tu te dis pas, je vais aller être serveur dans un bar parce que j'ai besoin d'argent? Je me le suis dit beaucoup, mais en fait, moi, je pense qu'il y a un truc qui est quand même assez important, c'est
je roule pas sur l'or, mais c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que moi, ça fait cette année 2024, ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai toujours enseigné, pas de manière régulière, comme vacataire, mais j'ai enseigné dans 5 universités, j'ai enseigné dans 3 ou 4 écoles. Là, demain, je vais à la Cinéfabrique pour enseigner le scénario. Donc, j'ai une part d'enseignement qui est un peu d'argent. J'ai mes projets personnels que je voudrais réaliser, qui me gagnent un peu d'argent. J'ai les projets que j'écris pour les autres, qui m'en gagnent un peu. Et comme j'ai toujours à peu près en même temps, j'ai beaucoup de projets qui se cassent la gueule, hein, enfin la plupart en fait. Mais comme j'ai toujours 2 ou 3 projets en même temps, eh ben ça passe. Voilà. Mais par contre, faut être prudent. C'est-à-dire que moi je pense, vraiment, je pense que tout miser sur un long métrage qu'on va faire, on signe un contrat avec un producteur et tout, et on se met en danger, on n'a pas de travail à côté, tout ça, c'est risqué quoi. C'est vraiment risqué. Mais après, ça peut être un super scénario, et le film va se faire les doigts dans le nez, et ça va être génial. Mais bon, moi, je me connais, je suis prudent, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on fait plusieurs trucs en même temps, même en dehors de métiers à côté ou d'enseigner à côté. On prend plusieurs projets, je veux dire, en même temps. Il y a très peu de scénaristes qu'on connaît qui travaillent sur un seul projet. On a toujours plusieurs projets, puisque les projets se cassent vite la gueule. On a toujours plusieurs projets en même temps sur lesquels on travaille. Il y a du temps long de moments où on transmet les versions écrites, où si on n'a rien à faire, là c'est la meilleure manière de déprimer, c'est tout le temps où on se tourne les pouces. Alors qu'en fait, quand on a plein de projets, on est dans autre chose, dans une autre dynamique, et ça nous porte aussi. Et c'est un super conseil, ce que dit Jean, de dire il faut absolument varier les activités. S'il y en a une qui se casse la gueule, c'est moins grave. Et puis, parmi les scénaristes du SCA, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'activités liées aussi au scénario, pour beaucoup de la lecture, les commissions ça paye pas, mais de la lecture, de l'enseignement, moi j'enseigne aussi, de la série, du cinéma, de la consultation, de la coécriture, ses projets à soi, c'est avoir un peu une variété, une constellation de projets et de disponibilité. Et de sources de revenus. Et de sources de revenus pour payer le foot et la musique. C'est vrai, c'est important. Et est-ce que vous avez ressenti une sensation d'accomplissement quand votre premier a été pondu? Marion. Est-ce qu'on se dit ça y est? Non, oui, une sensation d'accomplissement, oui, indéniablement. Surtout que c'était un film très personnel et que, moi par exemple, c'est tout bête, mais je l'ai montré dans la salle de cinéma de ma ville d'enfance. Ça, mine de rien, ça a un peu bouclé la boucle à plein d'endroits devant ma famille qui fait pas du tout de cinéma, qui vient de province et tout. Donc, ouais, il y a quand même un sentiment d'accomplissement quand les choses se font, mais même dès le premier court-métrage, quand les films existent, c'est un plaisir. Et puis de rencontrer les spectateurs, moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je fais les films, pour pouvoir en parler aussi derrière et voir comment les gens sont touchés ou pas par le film. Ça, c'est assez génial. Après, il y a aussi une sorte de truc où quand on a fait le premier, on a envie de faire le deuxième, et quand on a fait le deuxième, on a envie de faire le troisième, et puis quand on a fait un unitaire, on a envie de faire une série. C'est philosophique, c'est un peu le truc de l'insatisfaction perpétuelle, où on veut toujours aller un peu plus loin, même quand on a gravi une marche, il y a celle d'après. Mais je crois que c'est Picasso. Alors c'est peut-être pas Picasso, c'est peut-être Virginia Woolf en fait qui a dit ça, ou Alfred Hitchcock, mais qui disait qu'à la fin de sa carrière, il finissait pas les tableaux, il laissait des blancs parce qu'en fait s'il finissait trop son tableau, il avait plus envie de faire le suivant. Alors bon, nous c'est pas du tout ça, mais en fait quelque part cette insatisfaction de me dire oui, j'ai fait ce premier film, c'est super, j'ai fait ce deuxième film, c'est super, mais là j'ai toujours envie de faire le suivant parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait dans les 2 premiers, il y a un truc qui reste à accomplir encore, quoi. Ouais, c'est pas le mot accomplissement, c'est Décidément, plutôt mon vocabulaire est mauvais. Non, parce que l'accomplissement, c'est on est arrivé à quelque chose, puis après on part à la pêche. Et c'est ce que dit Marion, c'est qu'en fait pas du tout. C'est-à-dire que il y a des moments tellement satisfaisants, c'est vraiment bon, c'est incroyable. Mais c'est bon, ouais, c'est vrai quoi. Il y a des trucs et bien à côté, on se prend des claques tout le temps.
Enfin, je sais pas, par exemple, je vous ai dit, pour mon premier long métrage, j'ai eu le CNC, ouais, je suis le roi du monde. Puis après, le financement, ça a été la galère. Et puis après, j'ai l'acteur que je veux, paf, 5 semaines avant le tournage, il dit non, c'est pas assez payé, hop, il s'en va. Il faut que j'en trouve un autre. Tout comme ça. Et puis après, le film se fait, je suis content, et puis j'attends Cannes, et hop, j'ai pas Cannes. Oh, hop, je fais l'ouverture du Festival de Venise. Oh, génial. Après, le film sort, 20 copies. Ça te ramène à ce que t'es, c'est-à-dire une toute petite chose. Tout le temps. Mais par contre, il y a des moments où c'est bon, quoi. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut célébrer chaque petite victoire. Et il ça, faut la c'est bien. savourer parce qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. C'est la question finale. Est-ce que vous avez un mantra, un conseil, une phrase de fin pour nos membres? Ouais, justement... Non, vas-y. Kill your darling. Non, mais moi, célébrer chaque petite victoire, ça vaut le coup. Ouais, je peux pas faire mieux là. Il a kill the game. Non, mais c'est sûr qu'il faut vraiment profiter de tout ce qu'on peut, vraiment, tout ce qui est bien, toutes les bonnes nouvelles, il faut les prendre, il faut s'en repaître. Parce que, et même le premier jour quand le film sort en salle, même si c'est sur une toute petite combinaison de copies, même si c'est, je sais pas où, à Pétaouchnok et tout, il faut y aller, rencontrer le public, il faut prendre ce qui est bon à prendre parce que on nous retire tellement tout le temps que bon, enfin voilà quoi. Marion, il dit. Non, si peut-être. Moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé aussi dans mon parcours, c'est d'aimer le processus plus que le résultat. C'est-à-dire de me dire à chaque moment quand je suis en train de travailler, de ne pas être dans l'angoisse de est-ce que le film va se faire, est-ce que j'aurai le financement, est-ce qu'il va être apprécié, etc. Mais de prendre le temps et l'espace, de dire ok, bah là je suis en train d'écrire et j'aime ça, ou là je suis en train de tourner et j'aime ça, et de profiter un peu du processus sans être omnubilé par il n'y a que le résultat qui compte, quoi. Notez. Et vous signez Marion dessous. C'est Virginie Woolf Manon de Saint-Muravel, ce que tu disais. Non, bah oui, non, j'ai pas de. Moi, je me dis rien de particulier. J'essaye de pas me satisfaire trop. Je suis content. Guillaume a raison. Il faut apprécier toutes les petites victoires, les bonnes nouvelles, tout ce qui tombe. Et puis travailler, en fait, de travailler tout le temps, de jamais se dire que c'est terminé, de toujours, voilà. Et puis ça recommence tout le temps, puisque c'était du court au long. Voilà, c'est toujours un... Mais après, du long au long, comme disait Marion, Du premier au deuxième, le troisième. En fait, on a l'impression de recommencer à chaque fois au début. Peut-être qu'on se fait une montagne du long qui n'en est peut-être pas une. Non, il faut poser les briques les unes derrière les autres. Poser les briques. Oui, c'est ça. Moi, je me dis souvent, mais après, c'est parce que c'est mon parcours. Je suis arrivé, Jean rigolait tout à l'heure, je suis arrivé sur un plateau de tournage de court-métrage où moi, je ne savais même pas quand fallait dire action, qui demandait le moteur, etc. Donc, j'ai passé 2 jours où j'ai bien senti que toute l'équipe se foutait de ma gueule, parce qu'eux, ils avaient déjà tous tourné. Bon, j'ai pris sur moi, j'ai fait le chef, je me suis dit bon, j'ai demandé, et donc là je fais quoi, et là je dis quoi, puis j'allais voir les gars et je leur disais mais toi tu fais quoi, bon ben moi je suis ton assistant caméra, en fait ah bah c'est super, et donc voilà, et je repense souvent à ce moment où je me suis dit c'est pas grave, j'ai envie d'être là et j'ai décidé d'être là, et donc je travaille pour pour continuer à être là et faire ce métier que j'aime plus que tout, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Merci à vous. Pour votre présence, pour vos réponses sincères. Alors, on peut passer aux questions si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Puis je vais vous faire passer le micro. Allez. Bonsoir. Marion, j'ai une question pour vous. J'avais vu votre film Les Meilleurs au festival d'Angoulême. C'était en 2021, non, qu'il était sorti à Angoulême ou... Angoulême, été 2021, est sorti Oui. début 2022, ouais. Et c'est là-bas votre ville natale où vous avez dit que vous avez... Non, c'est pas là-bas. C'est où, juste par curiosité? Ça s'entend un peu. Avignon. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'était juste ça ma question. Bonjour, merci pour vos témoignages. Et j'ai une question pour tout le monde. En fait, ce qui m'intéresse, c'est votre relation avec les producteurs. C'est-à-dire au début de votre carrière, on va dire,
Et maintenant, c'est-à-dire que comment, enfin, Jean, il a déjà un peu parlé, mais non, c'est juste que j'ai écouté, c'est juste pour dire ça. Mais voilà, comment vous avez trouvé votre premier producteur qui vous a accompagné sur votre long et comment se passent vos autres processus d'écriture? Est-ce que c'est les producteurs maintenant qui vous contactent ou est-ce que vous les relancez régulièrement? En fait, voilà, c'est ce processus de gestion du réseau qui m'intéresse. Merci. On rencontre les prods par plein de biais différents et ça dépend des projets. Moi, sur mes 2 cours, ça a été des rencontres différentes. Il y en a un que je connaissais par un réseau, l'autre que j'ai rencontré par un dispositif qui était dans un festival. Là, la productrice de mon long, je l'ai rencontrée à la fin de l'atelier scénario. On est courtisé par plein de prod. En tout cas, on rencontre des gens et elle fait partie des gens que j'ai rencontrés. Et après, en fait, on rencontre des gens un peu tout le temps. Plus on crée son réseau, plus on va être au contact de prod. Et c'est un tout petit milieu, donc si on est dans des festivals ou si on va dans des commissions, en fait, on revoit tout le temps les mêmes personnes. Donc quand on a des projets et qu'on a des projets qu'on estime à un stade où on peut faire lire, si on connaît déjà quelqu'un, parce qu'on l'a rencontré par un biais ou un autre, c'est beaucoup plus simple d'aller le voir et de lui faire lire. Et après, il y a plein de dispositifs qui accompagnent justement ces premières rencontres quand on ne connaît personne, pour faciliter, que ce soit le festival de Valence, que ce soit le festival... Enfin, il y a plein de festivals où ils le font. Je pense juste à Valence, parce que moi j'en avais fait un avec... à la fin de l'atelier scénario, on était parti à Valence, on avait rencontré des prods. Mais il y a plein de festivals qui le font. Je l'ai fait aussi à Musique et Cinéma. À l'époque, c'était à Aubagne, pour du court-métrage. Et en fait, voilà. Et puis... voilà. Moi, mes producteurs de cours, je sais plus. J'ai développé avec eux mon premier long métrage, donc c'était mes producteurs de cours. Donc après, c'est un suivi, ce qui arrive souvent, je crois quand même. Sauf si ça se passe mal. Enfin là, en l'occurrence, ça s'est pas passé, ça s'est pas passé mal, mais on n'a pas réussi, puis ils ont fait faillite. Et derrière, moi j'ai une anecdote marrante. Derrière, j'ai rencontré un producteur avec qui j'ai travaillé longtemps, qui est toujours producteur, avec qui je m'entends très bien. Mais alors lui, il avait, en fait, j'avais réussi à donner à un comédien, une connaissance, un scénario que je voulais développer pour, j'ai oublié le nom de la boîte, mais les frères Altmeyer, je sais plus. Et du coup, mon scénario était là-bas et j'attendais une réponse de cette prod assez importante et ils n'allaient pas le faire apparemment, mais lui était comptable là-bas et il a piqué le scénario et il m'a appelé en me disant en fait je suis comptable et je vais monter ma prod et, et donc j'ai pris ton scénario sur le bureau du producteur et j'ai adoré et voilà. Et n'empêche qu'on est restés très bons amis et c'est un bon producteur, il s'appelle Nadim Chekroa, il a une boîte de production française, donc il est ami de film et qui a produit le film de Kauter Benania récemment et qui est devenu un très bon producteur. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, une rencontre un peu bizarre. Il avait volé mon scénario en tant que comptable. Mais sinon, quand j'écris pour les autres, ils contactent mon agent et du coup, c'est des rencontres. Encore une question ? Encore une question ? Bonjour. Ma question est-ce que vous avez un processus particulier quand vous faites les réécritures à partir de la V2 ou autre, etc. Ou pas du tout? C'est-à-dire est-ce que vous avez une manière à chaque fois de réécrire? Est-ce que vous réécrivez tout à la suite? Est-ce que ça vous vient même sans être devant la première version? Vous pensez à réécrire des choses? Oui. Moi, je réécris, on réécrit généralement parce qu'il y a eu des retours aussi. Donc on réécrit nourri de ces retours. Enfin, souvent. Ouais, moi l'impression que j'ai, c'est que longtemps, je crois que je réécrivais trop vite. J'étais dans un truc de... j'ai eu des retours où mon producteur me dit qu'il faut faire une nouvelle version. Enfin, donc, il y a une attente autour d'une nouvelle version. Et souvent, je me suis précipitée parce que j'avais envie d'avancer, de bien faire, etc. Et maintenant, je me force à prendre le temps de faire un vrai diagnostic de, en fait, pourquoi on réécrit, qu'est-ce qu'on cherche, de laisser un peu reposer aussi les choses, voir qu'est-ce qui paraît des fois très saillant quand on en parle autour d'une table d'un café, et puis en fait les jours passent et ça n'est plus tant que ça.
Donc, ouais, j'essaie de pas aller trop vite, je crois. Et d'avoir une ligne à suivre un peu. Oui, moi aussi, je dirais que le processus, c'est ça, c'est d'écrire. J'écris beaucoup sans écrire. J'écris beaucoup. Je nage, donc j'écris beaucoup quand je nage, bizarrement. J'écris en faisant tout sauf écrire. Voilà, je pense à tout ce que je vais réécrire, mais sans jamais m'y mettre, mais volontairement, hein, pas parce que j'y arrive pas ou parce que j'ai pas envie, mais sans m'y mettre vraiment jusqu'à que je sois convaincu de ce que je vais réécrire. Il y avait Zadie Smith, elle parlait de l'écriture de romans et du processus de son écriture. Et elle disait, il y a ce moment toujours dans l'écriture d'un de mes romans où j'ai l'impression que l'univers me dit que mon livre doit sortir demain, que je n'arrête pas de voir des livres qui me donnent des idées ou qui entrent en résonance, que je vois des sujets, etc. Et en fait, la manière dont on interagit avec notre univers immédiat, les films qu'on voit, les livres qu'on lit, les gens qu'on rencontre, les anecdotes qu'on nous dit, on a l'impression, moi ça m'arrive souvent, après un grand moment de sécheresse où j'arrive pas à faire avancer un projet, parfois il y a un truc qui résonne. Et la même chose 2 mois avant n'aurait peut-être pas résonné. Mais c'est la manière dont on est arrivé de manière souterraine à ce moment où on commence à voir un peu où doit aller le film. On est plus réceptif à ce genre de choses. Et c'est bien Zadie Smith, c'est pas Virginia Woolf qui a dit ça. Putain, ça m'a coupé ma blague. Dommage. Cécile est devant aussi. T'as pas parlé depuis tout à l'heure. J'attends. Non, mais c'est pas grave. Allez, ok. Merci. Non, en plus, ma question, elle était un petit peu particulière par rapport à... Vous avez légèrement évoqué les concepts de tout ce qui était concours, résidence, ce genre de choses. Et en fait, ce que je voudrais savoir, parce que le ratio, il est juste absolument horrible, puisqu'en gros, en moyenne, il y a entre 4, 6, 8 personnes prises pour des candidatures de 200, 300, 400 scénarios. Et après, c'est peut-être que ma perception, mais c'est vrai que j'ai un peu la sensation que de plus en plus, on va réussir à rencontrer des gens ou à se faire connaître ou à se mettre en avant et donc avoir une ouverture de porte grâce à ça. Mais les pronostics sont faibles. Et du coup, je sais pas, il n'y a pas vraiment de question, plutôt une genre de qu'est-ce qui pourrait un petit peu m'aider un peu plus que ne pas être prise dans les candidatures que j'envoie, autre qu'envoyer des mails à des prods qui en reçoivent des tas et des tas, et même si je personnalise mes mails et tout, c'est compliqué. Et puis après, vous dites les festivals, mais aller en festival coûte de l'argent. Et en fait, tout pris ensemble, ça devient compliqué. Et donc, est-ce que vous avez d'autres conseils qui pourraient un peu alléger tout ça ? Voilà. Faut pas abandonner, en tout cas, parce qu'il y a plein de dispositifs en France. On a la chance d'avoir beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Et on va prendre de toute manière beaucoup plus de refus que d'acceptation. Et ça, c'est vrai quand on fait un long, c'est vrai quand on fait un court, et c'est vrai quand on candidate à ce type de dispositif. Donc, il faut y aller, il faut continuer d'y aller. J'ai un exemple d'un copain qui a candidaté partout pendant des années. Je veux pas... pendant 1000 ans. 16 ans. Pendant 16 ans. Non, pendant quand même assez longtemps. Et qui écrivait, et qui continuait de produire des projets. Et à un moment, ça a marché. Et il a commencé à être pris. Alors, est-ce que c'est parce que ses candidatures étaient meilleures, qu'il avait suffisamment travaillé son écriture pour que ses projets soient bons ? Est-ce que il y en a un qui est rentré en résonance avec la lecture de quelqu'un ? C'est aussi ça. Hein. C'est un moment où on est lu par quelqu'un qui aime ce qu'on fait aussi. Hein. Et en tout cas, ça a enclenché la machine. Et en fait, après, c'est un cercle assez vertueux. C'est-à-dire que il y a rarement un truc tout seul au milieu du désert et rien après. Généralement, on est pris de plus en plus, on commence à comprendre aussi les exercices qu'on nous demande dans ce genre de dispositif. Moi, le conseil, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à écrire et de continuer à candidater. Et d'envoyer partout. Si ça te plaît. Tu peux miser sur la lassitude aussi, que les gens par lassitude disent bon bah prenons-la. Après, c'est sûr que moi là, j'ai commencé à écrire un court-métrage, ça faisait vraiment des années que j'avais pas écrit de court-métrage. Donc d'abord, je savais plus trop faire parce que c'est quand même pas la même chose.
Et puis surtout, je connais aucun producteur de court-métrage, parce que tous les producteurs d'il y a 20 ans, ils sont passés au long, donc je connais pas les gens. Et donc j'ai commencé à avoir des cours. Ça faisait longtemps que je ne regardais plus trop, en fait. Bon, parce que je préfère les longs. Et voilà, et en fait, je vois des courts-métrages qui me plaisent, d'auteurs qui ont 25, 30 ans. Et ben, je contacte les producteurs pour leur dire, voilà, j'ai vu ça, ça m'intéresse, c'est chouette, rencontrons-nous. Ou alors, dans les festivals, ah, c'est toi qui as produit ça, c'est vachement bien, ça me plaît, et puis je lui parle. Je lui dis ce qui me plaît. Et puis s'il est content et tout, c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Moi, j'ai dit un truc très, très plat, là, j'en suis conscient. Mais bon, aller voir les gens, leur parler, leur dire qu'on a vu leur travail et que ça nous plaît, en fait. Et si ça ne plaît pas, il ne faut pas le dire, hein, mais bon. Enfin, il ne faut pas aller voir, mais ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Cécile. Ouais, ça y est, c'est pour moi. Tout à l'heure, vous disiez que le traitement ou le synopsis un peu long, c'était un pinceau et que c'était compliqué, ce que je comprends bien. Et moi, j'ai la sensation que entre une V1 et un traitement, il y a de l'âme dans la V1, alors que dans le traitement, moi, j'y vois pas beaucoup d'âme, même si c'est l'histoire. Hein, Est-ce qu'il faut donner une âme au traitement ? Moi, j'ai l'impression que c'est très... aride. Oui, aride. Oui, c'est ce que disait Marion, que c'est pas très. Marion disait, c'est pas très sexy un traitement. C'était Virginia Woolf qui disait ça. Je sais plus si c'est Marion ou Hitchcock qui disait ça. Mais non, mais de toute façon. Non, mais parce qu'en fait, le cinéma, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais c'est pas grave, je suis une femme, vous êtes des garçons, je peux me permettre de vous couper la parole. C'est clair. Le cinéma, c'est un art d'action, et je pense que des actions suffisamment fortes et bien choisies dans un traitement, elles passent. Enfin, par exemple, l'autre jour, je parlais du voleur de bicyclette, que j'imagine que vous connaissez, de Vittorio De Sica. Le fait que le père réduit à la pauvreté soit obligé de voler un vélo et qu'il soit obligé de le faire devant son fils, ça, dans un traitement, je pense que déjà, cet acte-là, il est fort, en fait. Et que l'âme, elle est dans quelles sont les actions que choisissent de faire vos personnages, et pas forcément dans la qualité de votre dialogue et dans le bon mot. C'est quelque chose qui peut s'ajouter, bien sûr. Hein, des bons dialogues vont donner de la profondeur, vont donner de l'épaisseur, etc. Mais ce que moi, je cherche en ce moment, en tout cas, et que je trouve très difficile à atteindre, c'est l'intensité de ce genre d'acte extrêmement fort. Où, je ne sais pas si vous avez vu Wendy et Lucy, mais c'est un film que j'aime beaucoup, mais quand elle décide d'abandonner son chien à la fin, alors qu'elle s'est battue pendant tout le film pour le garder au pied d'elle. Spoiler alert. C'est dingue. Ouais. C'est un des plus, c'est un moment de cinéma à tomber par terre. Et ça tient sur, pareil, ça tient en synopsis et dans un traitement, c'est déjà là en fait cette force-là, cette âme-là. Et de toute façon, l'écriture scénaristique, que ce soit un synopsis ou un traitement ou même un scénario, enfin les gens qui lisent des scénarios qu'ils connaissent pas, ils trouvent ça pas facile à lire. C'est pénible. Moi, je fais lire à ma femme et dire c'est pénible à lire. Elle lit des romans, elle est éditrice, elle trouve que c'est vachement plus agréable à lire. De toute façon, quoi qu'on écrive, en cinéma, c'est toujours un peu aride. Il faut avoir l'esprit, il faut comprendre comment lire un scénario pour imaginer ce qu'il y a derrière. Plein de gens ne sont pas capables, même parmi les professionnels, sans parler des producteurs. Et non. Et c'est pas facile. Dernière question, parce que devant, tu avais levé la main. Et après... Et après, vous pouvez poser les questions au bar. Bonsoir, déjà merci pour cette intervention. Moi je voulais revenir sur ce que tu disais Marion, quand tu passes d'un court-métrage, donc ça peut être juste une idée, et donc là tu peux l'écrire, ça va durer peut-être 15 minutes, et quand tu passes sur un long-métrage où là il y a beaucoup plus d'intrigue et il faut durer sur 1h30, 2 heures, je voulais savoir, le tien et aussi les avis de tout le monde, mais quel a été votre, votre processus ou les questions que vous vous êtes posées sur comment je vais passer d'une idée à, je sais pas moi, peut-être 20 intrigues avec 80 séquences et plus de 100 pages. C'est-à-dire, est-ce qu'au début on a juste une idée et ensuite on développe justement toute l'intrigue, ou est-ce que directement, dès le départ, on a déjà un peu toute l'intrigue qui est présente au début? Je sais pas si j'ai été clair. Je sais plus, ça fait longtemps, je sais plus. Non, moi sur mon premier film, en fait, il s'inspirait
de gens que je connaissais dans le réel et avec qui j'avais travaillé longtemps. Mais en gros, l'idée de départ, c'était que c'était une histoire d'amour impossible entre deux jeunes filles issues d'un quartier populaire et d'origine maghrébine. Et qu'il y avait un sort de... Enfin, l'idée de départ, c'était que tout dans l'univers disait à ces deux filles qu'elles ne pouvaient pas s'aimer et qu'elles allaient s'aimer quand même. Et que c'est à partir de cette idée-là, quand je me suis dit, OK, c'est ça que je veux raconter, que j'ai réussi à avoir, à me dire, cette idée-là, elle est assez forte pour tisser une dramaturgie parce qu'elles ont un objectif clair et qu'il y a des 1000 obstacles possibles sur le chemin. Et que voilà, l'idée, elle était assez ciselée pour la déployer. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une idée et après, c'est vraiment comme un accordéon, quoi. On le déploie, on le déploie, on le déploie, on le déploie. Et si tout va bien, on arrive à 1h30. Mais bon, des fois pas. Mais Non, mais c'est exactement ça. Parce que tu disais plusieurs intrigues, mais en fait, je pense qu'il y a une intrigue principale. Il y a pas, même si tu fais un long métrage, il y aura toujours qu'une intrigue principale. Moi, c'est comme dit Marion, en fait, c'est une idée que tu déploies. Donc, en fait, tu as une idée. Mais moi, par exemple, j'ai fait des cours assez longs, entre guillemets, parce que c'était que des films de 30 minutes. Mais j'avais souvent l'impression que j'avais pas. Ça m'a pas beaucoup changé d'écrire un long métrage. Parce que j'avais toujours une idée que je voulais déployer, comme dit Marion. Mais dans les cours, du coup, j'ai essayé de pas trop me déployer et de rester, on va dire, à 2-3 choses essentielles qui allaient appuyer mon idée et démontrer suffisamment en une demi-heure ce que je voulais dire. Alors que dans un long métrage, tu as juste la possibilité de faire en sorte de déployer ton idée, de la travailler, mais avec une seule intrigue. De toute façon, si tu sais où tu vas au départ, que tu aies 30 pages ou 90, tu le racontes de la même manière. Après, tu as juste plus de temps pour toi, pour développer tes personnages, ce qui fait qu'ils vont là où tu veux aller toi, ce qui fait qu'ils arrivent là, comment ils y arrivent, comment ils n'y arrivent pas, ou ce qui les bloque, ou ce qui les empêche, etc. Moi, je trouve au contraire, en fait, étrangement, que j'étais toujours plus à l'aise. J'en disais, il a écrit un cours et il s'est dit, c'est compliqué. Moi, j'ai trouvé toujours ça compliqué d'écrire un court-métrage. J'avais toujours l'impression d'être un peu freiné, de devoir... et encore, mes producteurs me disaient, c'est encore 30 pages, ça va encore faire un court-métrage de 30 minutes. Il y a toujours eu des histoires de festivals où quand c'est plus que 15 minutes, tu n'es pas sélectionné, etc. Et j'ai jamais réussi à faire des courts-métrages de 15 minutes. J'ai jamais réussi à faire plus court que 30. Et au contraire, je me sentais beaucoup plus à l'aise d'avoir le temps de développer mes idées. Mais c'est sûr que ça dépend quand même essentiellement de l'idée de départ. C'est-à-dire qu'on sent qu'une idée est une idée de court ou une idée de long. On peut se tromper, bien sûr. Moi, je passe mon temps à me tromper. Mais néanmoins, quand il y a une idée qui revêt une dimension politique, une dimension existentielle, une dimension intime... voilà, le film de Marion, il y a un Roméo et Juliette entre deux femmes en banlieue. On sait qu'il y a un film derrière, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu l'as senti tout de suite, mais moi, si tu me le pitches, je me dis, il y a un long métrage. Voilà. Mais des fois, il y a des idées, on se dit, tiens, c'est autre chose. C'est plus un court métrage, 15 minutes, 20 minutes. Oui. Tous les courts sont pas bons à devenir des longs et les longs sont pas tous adaptables en cours, quoi. Non, mais par contre, nos idées, elles ont une temporalité qui nous échappe aussi. Et on commence à écrire un film, puis on se rend compte que c'est vachement plus long que ce qu'on pensait. On commence à écrire un film, et puis on se rend compte en fait que ça tient pas non plus la distance. Et on peut pas artificiellement injecter du récit. Parce que ça, c'est de la série. Et le cinéma, ça a sa propre temporalité. Non, mais il y a des trucs, on peut pas le forcer. Si on le force, ça se voit tout de suite. Ça se sent tout de suite. Et un film, parfois, il fait 2h30. Bon, alors ça, écueil à éviter. Si vous faites votre premier long, il fait 90 minutes, 95 max. Quoi. Sinon, personne ne vous lira. Et ça s'impose à nous, d'une certaine manière. Voilà. Et je propose qu'on continue cette conversation au bar. Et avant, pour vous remercier, la tradition, vous avez des petits cadeaux chacun. Ah ouais.